Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire qui porte sur le budget, le plan triennal d'immobilisation et le règlement de taxation. Ça fait longtemps qu'on travaillait sur ce budget. On a très hâte de vous le présenter ce soir. Je constate qu'on a le quorum, alors ça nous permet de procéder. Avant d'aller dans des explications un peu plus détaillées sur le budget, le plan triennal et aussi notre règlement de taxation, ce que je vais faire, je vais d'abord livrer un mot du maire et ensuite, là, on va pouvoir avoir la période de questions et c'est là, après ça, qu'on va faire la présentation détaillée. Il y aura une autre période de questions également à la fin, donc on va procéder, si on veut, en deux temps. Alors, sans plus tarder, je vais vous livrer ce mot du maire, qui est d'ailleurs sensiblement le même que vous retrouvez là, dans un document qui a été remis à l'entrée. Alors, si vous voulez le lire en même temps, vous êtes libre de le faire. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, c'est avec fierté et avec optimisme pour l'avenir que je vous présente notre budget 2026 ainsi que notre plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Considérant le contexte financier difficile auquel nous avons été confrontés à notre arrivée, je suis sincèrement convaincu que nous avons réalisé un tour de force qui permettra de préserver la santé financière de la Ville, de développer Passepébiac et de maintenir les hausses de taxes futures autour d'une cible raisonnable de 2 %. D'une part, nous avons réussi à préparer un budget équilibré de 7,4 millions de dollars, où le précédent manque à gagner de 600 000 dollars entre revenus et dépenses, qui s'expliquait surtout par des emprunts pour des infrastructures reliées aux routes et aux bâtiments, a été entièrement résorbé dès cette année. Le tout malgré une diminution de certains revenus externes qui, en considérant également la diminution des remboursements sur notre dette à long terme, portait en réalité le manque à gagner de 2026 à environ 733 000 $. Pour y arriver, nous avons d'abord réduit les dépenses municipales d'environ 247 000 $. Il s'agit là d'un exercice d'optimisation des dépenses sans précédent à travers lesquels les services à la population seront préservés, tout comme les emplois municipaux. Grâce à cet effort, nous sommes capables de combler le manque à gagner, non pas avec une augmentation de 15 % comme on anticipait, comme on redoutait, mais plutôt avec une augmentation de taxes résidentielles de 9,88 % et 267 $ en moyenne, ce qui représente 2,25 $ par mois. C'est un rattrapage qui demeure élevé, j'en conviens, mais il ne se reproduira pas. Il est exceptionnellement nécessaire pour payer les choix du passé, pour atteindre l'équilibre budgétaire et pour freiner la diminution rapide des réserves financières de la Ville qui, autrefois, étaient utilisées pour boucler le budget de fonctionnement. Les choix du Conseil antérieur avaient permis d'offrir un répit de taxation ces dernières années en période de forte inflation, mais ce n'était pas durable. Au rythme précédent, nous aurions bientôt épuisé notre argent en surplus et lors de nos réflexions et lors de nos délibérations, le niveau estimé de ces réserves était jugé insuffisant pour répartir la hausse de taxes sur une année supplémentaire sans compromettre notre marge de manœuvre financière. Nous avons alors décidé d'opérer un changement complet de stratégie relativement à la gestion du surplus accumulé. Autrefois de 1,8 million de dollars au 31 décembre 2023, il demeure aujourd'hui à un niveau suffisant d'au moins 700 000 $. Le chiffre réel sera connu au moment des états financiers dans quelques mois. Donc, ce montant-là sera désormais réservé pour des imprévus ou encore pour le financement de projets à long terme, c'est-à-dire qu'on cesse dès maintenant de payer l'épicerie, en quelque sorte, avec notre épargne ou pire encore avec notre carte de crédit. C'est un choix qui sera gagnant pour tout le monde financièrement, notamment parce qu'il va permettre à la Ville de moins emprunter et donc d'économiser en intérêt sur sa dette. On le verra tout à l'heure, il y a quand même une bonne augmentation des frais qu'on perd sur notre dette. Alors, si on peut avoir un ralentissement à ce niveau-là, ce serait très bien. Avec ce budget, nous avons donc remis de l'ordre dans nos finances publiques à la fois en diminuant les dépenses et en augmentant les revenus. Tout en maintenant le financement des besoins essentiels, nous avons également pris soin de redistribuer des sommes pour certaines nouvelles priorités, comme le développement commercial, l'éclairage du banc de pêche, la sécurité routière ou encore les activités pour les aînés. Du côté des travaux publics, notons aussi que le budget pour les réparations d'asphalte demeure inchangé et que de l'argent sera disponible pour embaucher un cadre au garage municipal à partir de l'été 2026. Bref, nous avons agi de façon rigoureuse, mais sans austérité, soit de façon à préserver les services, à maintenir une capacité d'action
et aussi à éviter un rebond soudain des dépenses dans les années à venir qui nous aurait ramenés à la case départ. D'autre part, parce que la maison est désormais en ordre, nous serons confortablement en mesure de livrer des projets en cours de mandat. Ces projets sont contenus dans notre tout premier plan triennal d'immobilisation et ils ont été réfléchis et planifiés prudemment avec en tête la capacité de payer des contribuables. Au total, ce sont 11,2 millions de dollars de projets qui sont inscrits à ce plan, incluant l'aide financière et les règlements d'emprunt. Et signe de la prudence et du réalisme affiché par le conseil municipal, c'est 5,6 millions de moins que pour l'exercice précédent. Alors, on a véritablement fait un changement de ce côté. Bien que la réalisation de ces projets ne soit pas encore totalement garantie, il faut rappeler qu'un plan triennal d'immobilisation, ça demeure un plan, ce PTI met la table pour une nouvelle vision où le développement et le maintien des actifs sont conjugués de façon équilibrée. De plus, il aspire à réduire le recours à l'endettement en augmentant l'utilisation des paiements au comptant et de notre fonds de roulement lorsque possible. En 2026, nous avons inscrit des projets concrets pour lesquels il existe un haut potentiel de réalisation. Nous avons d'abord mis le cap sur un espace musical au banc de pêche qui permettra de faire vibrer l'endroit au rythme de diverses activités culturelles. Il est également prévu la réfection de la rue D dans le secteur près de la voie ferrée, l'acquisition d'une nouvelle unité d'urgence pour notre service incendie, ainsi que l'achat d'une génératrice d'urgence pour l'hôtel de ville. Ce plan triennal d'immobilisation marque aussi le début d'une implication plus active de la Ville dans la question du logement, avec des investissements prévus de 1,25 million de dollars sur 3 ans, ce qui témoigne des nouvelles responsabilités du monde municipal. La crise du logement est désormais trop forte pour être ignorée et elle engendre des répercussions négatives pour l'ensemble de notre communauté, que ce soit de l'itinérance cachée, une pénurie de main-d'œuvre, des difficultés liées au vieillissement, des pertes d'opportunités pour les jeunes, de la violence conjugale, de l'insécurité financière et j'en passe. C'est pourquoi nous avons l'intention, dans un premier temps, d'emprunter 350 000 $ pour subventionner la création de nouvelles unités de logements abordables. Aussi, en collaboration avec l'Office municipal, avec l'Office d'habitation Baie des Chaleurs et la Société d'habitation du Québec, nous avons l'intention de débloquer une contribution municipale obligatoire de 900 000 $, soit 10 % des coûts du projet, qui permettra la rénovation de HLM existants à Passepébiac. C'est un investissement qui permettra d'améliorer la propreté des lieux, garantir la sécurité des bâtiments qui sont dans un état de dégradation avancé et aussi de remettre 5 unités de logement à prix modique en location. En 2027, un budget participatif de 250 000 $ est dans les cartons afin de réaliser un projet de développement réfléchi, proposé et sélectionné par les citoyens. Dès aujourd'hui, la population est invitée à préparer ses idées en vue d'un processus qui devrait être lancé d'ici l'automne de cette année. À titre personnel, j'invite particulièrement les jeunes et leurs parents à monter des projets qui sauront combler le vide qui a trop longtemps existé du côté d'infrastructures de loisirs municipales extérieures en particulier. Pour ce groupe, le budget proposé est particulièrement généreux quand on se compare à d'autres municipalités qui ont mis de l'avant des budgets participatifs. Alors, je pense que c'est une véritable occasion à saisir. Ensuite, il y a le prolongement de la marche piétonnière ainsi que le remplacement du bloc sanitaire à proximité des terrains de soccer qui sont prévus cette même année, tout comme la réfection partielle de la 4e avenue Ouest et de la route du camping. En matière de gestion des eaux, des sommes estimées à 550 000 $ sont prévues pour le maintien des actifs et la concrétisation de l'entente sur l'eau potable avec Nous Carlyle, du moins un début de concrétisation, entente qui nous permettra de mettre à jour nos propres équipements à moindre coût. 2027 représente aussi l'année où la Ville prévoit débuter graduellement l'électrification de sa flotte de véhicules légers avec un nouveau fourgon de service pour la gestion des eaux, ce qui représentera sans doute la première de diverses actions visant à lutter contre les changements climatiques et aussi à réduire le coût d'opération des équipements municipaux. Finalement, un projet de nouvelle caserne d'incendie pourrait voir le jour, sous réserve du bon avancement du dossier, de la participation financière du gouvernement du Québec et de l'implication des municipalités membres de l'entente intermunicipale sur la sécurité incendie. En 2028, ce serait au tour de l'entrepôt d'abrasifs et de divers autres projets qui, pour l'instant, demeurent un peu plus incertains.
Quant au nouveau chalet pour les Monticoles, celui-ci a été retiré du PTI en attente de réévaluation par le Conseil et d'une capacité de financement suffisante. Nous évaluons aussi les interventions additionnelles possibles sur notre réseau routier selon les subventions disponibles et selon notre futur plan d'intervention. Et en parlant de subventions, nous demeurons à la recherche d'aides financières additionnelles pour tous les projets prévus au PTI afin d'en réduire la facture. Voilà donc un bon survol de nos orientations financières. Comme je disais, on a déposé un document assez détaillé qui vous permet de vous renseigner là, davantage sur ce qu'on va adopter ce soir. Évidemment, on a beaucoup d'explications qui s'en viennent. On a également une belle présentation qu'on a préparée pour vous. Mais avant d'aller vers la présentation, ça nous mènerait désormais à l'adoption de l'ordre du jour. Ordre du jour qui est fermé, étant donné qu'il s'agit d'une séance extraordinaire. Alors, l'ordre du jour irait comme suit. 1, ouverture de la séance. 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, période de questions. 5, présentation du budget pour l'année 2026 et du PTI 2026, 2027, 2028. En 6, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026. En 7, adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028. En 8, publication et distribution du budget 2026 et du plan triennal des dépenses en immobilisation 2026, 2027, 2028. En 9, l'adoption du règlement 2025-554 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2026. En 10, les affaires nouvelles. En 11, la période de questions. Et en 12, lever la séance. Alors, est-ce qu'une personne du Conseil propose l'adoption de cet ordre du jour? Je vois Mme Anglart, vous avez une proposition. Merci beaucoup. Alors, Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Monsieur Cyr? Je suis d'accord. Mme Côté? Oui, d'accord. Mme Guité? Oui, d'accord. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité, ce qui nous mènerait déjà à la première période de questions. Période de questions qui est d'une durée de 30 minutes. Alors, si vous voulez poser des questions en lien avec le budget, le plan triennal d'immobilisation ou encore le règlement de taxation, la parole est à vous. Sinon, il y a une période de questions à la fin également. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Sinon, je vais passer à la présentation un peu plus détaillée. Alors, je vois que personne n'a de questions encore, du moins pour nous. Alors, je vais procéder avec la présentation du budget pour l'année 2026 et du PTI 2026, 2027, 2028. Avant d'aller vers la présentation, en fait, vous avez les faits saillants à l'écran, je les ai mentionnés tantôt, mais je vais faire une petite allocution supplémentaire pour expliquer tout le travail qu'on a fait avec le budget et expliquer comment on est arrivé là. Alors, quand je dis que le budget 2026 est un défi, ce n'est pas une exagération. À la base, on partait avec un 600 000 manquant pour équilibrer le budget, ce qui s'expliquait par le fait que précédemment, le budget était équilibré en partie grâce aux réserves financières, au surplus accumulé de la Ville, suite à une forte augmentation des dépenses ces dernières années, dépenses qui étaient surtout en lien avec des emprunts pour des infrastructures routières, des bâtiments, etc. Et puis, la taxation, elle n'avait pas suivi l'ensemble de ces dépenses. Ce qui fait en sorte que, tout de suite en partant, quand on regardait les différentes colonnes là, du budget, on était 600 000 dans le négatif. Et puis, comme si ce n'était pas assez, on a des catégories de revenus externes autres que la taxation qui ont diminué. Et donc, au net, les recettes spécifiques et les compensations tenant lieu de taxes, c'est-à-dire principalement de l'argent que nous transfère le gouvernement, tout ça a baissé de 233 000 Là, si vous me suivez, on est rendu non pas à 600 000 mais bien à 833 000 de manque à gagner. Mais heureusement, on a aussi appris que les remboursements dus sur notre dette à long terme allaient diminuer de 100 000 cette année en raison de la fin du terme de certains emprunts, ce qui, en réalité, fait qu'on avait un 733 000 à aller récupérer à partir du moment où on devait regarder les revenus à aller chercher, puis aussi les dépenses à réduire. C'est une somme qui représente environ 10 de notre budget. C'est quand même un énorme rattrapage qu'il y avait là à faire. Et là, tout ça, ça voulait dire que si on continuait sur le même chemin que précédemment, si on continuait à équilibrer notre budget avec nos réserves financières, bien, nos réserves auraient fini à sec essentiellement, tout dépendamment du degré d'utilisation qu'on en aurait fait, dans 1 an, 2 ans, peut-être jusqu'à 3, mais ça aurait été très rapide, la diminution.
Ça, c'est considérant qu'il reste quelque part entre 700 000 et 1 million de dollars dans notre surplus accumulé selon les meilleures estimations qu'on a en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, le chiffre final, on va le savoir au moment de la publication des états financiers audités là, par les comptables de Raymond Chabot. Mais voilà, donc essentiellement, si on puisait la totalité de la somme dans notre surplus cette année, là, c'est sûr et certain qu'on pouvait avoir des problèmes par la suite. Alors, on ne pouvait plus continuer dans cette direction-là. L'étalement du paiement des taxes a déjà été fait dans les précédents budgets auparavant. On le verra tout à l'heure, là, mais il y a un 370 000 $ qui avait été pris pour ça dans le budget en 2024. C'était ajouté à ça un déficit d'environ 123 000 $. Par la suite, l'an passé, un 600 000 qui a été pris. Il y a déjà eu, disons, un répit pour les contribuables qui a été opéré en 2024 et en 2025. Malheureusement, ce n'était pas possible de le répéter en 2026, d'où le rattrapage, ou du moins, ce n'était pas possible de le répéter sans compromettre notre capacité d'action financière, la santé financière de la Ville, et ce n'est pas quelque chose qu'on voulait. Parce que ça nous aurait alors laissé sans argent pour faire face à des imprévus. Alors que, grosso modo, on nous recommande d'avoir 10 % de notre budget de côté pour des imprévus, ce qui représente 700 000 $ dans notre cas. Et aussi, ça nous aurait amené sans argent pour contribuer au financement de projets d'infrastructure. Bref, en tout cas, sans financement au comptant, c'est-à-dire. Bref, si on touchait encore à nos réserves financières, c'est quelque chose qui nous aurait coûté encore plus cher en bout de ligne et on se serait ramassé à devoir faire d'autres augmentations importantes de taxes dans le futur pour, au final, être capable de livrer moins de services, moins d'entretien de nos infrastructures et aussi moins de développement. Donc, à notre avis, cette approche-là aurait été perdante sur toute la ligne. C'est là qu'on a réalisé qu'il fallait agir fortement et c'est là qu'on a pris la décision de rétablir l'équilibre budgétaire d'un seul coup. Pour y arriver, on a commencé à couper dans les dépenses. Pour vous dire, on a réduit les dépenses municipales de 247 000 $. On s'est rendu au maximum de ce qui était possible et raisonnable pour ne pas couper dans les services, pour ne pas licencier d'employés et pour ne pas devoir réaugmenter fortement les dépenses l'an prochain. Et quand je parle de ne pas devoir réaugmenter les dépenses fortement l'an prochain, c'est qu'on aurait sans doute pu couper un 300 000 ou même un 350 000 dans notre budget cette année. Par contre, si on avait décidé de faire ça, premièrement, les services à la population et notre capacité d'action auraient souffert énormément. On ne voulait pas ça. Deuxièmement, on aurait été incapable de maintenir ces économies l'an prochain. Ça aurait été trop de coupures en même temps. Le budget aurait été tout simplement beaucoup trop serré pour qu'il soit réaliste de boucler l'année correctement, de sorte que l'an prochain, les dépenses auraient reparti nécessairement à la hausse de, disons, 100 000 $, en plus de l'inflation, en plus des infrastructures qu'on va financer cette année. Et le résultat aurait été qu'on aurait eu une nouvelle augmentation de taxes supérieure à l'inflation l'an prochain, de l'ordre de peut-être 4, 5, 6 %. Et on voulait éviter ça également. Par conséquent, on s'est arrangé pour faire le rattrapage au complet cette année. Ça va nous assurer que pour les années suivantes, les augmentations de taxes vont être autour d'une cible de 2 %. Une cible de 2 % ça veut dire qu'on est autour de 2 %, quelque part autour de 1,5 %, 2,5 %, peut-être même 3 % ou 2 % si on est vraiment sur la coche, mais pas plus que ça. À l'avenir, ça veut donc dire que, d'une part, les taxes ne seront pas gelées, mais d'autre part, elles vont arrêter aussi d'augmenter en fusée, comme on l'a vu dans les derniers budgets, comme on l'a vu notamment en 2024 et comme on le voit malheureusement aussi ce soir, parce que je le rappelle, il y a eu une augmentation de taxes d'environ 10 % également au budget de 2024. Alors ça, on veut mettre fin à cette espèce de yo-yo financier-là pour les citoyens. On veut que les augmentations de taxes à l'avenir soient stables et prévisibles autour d'un taux justement de 2 %. Et voilà qu'on remette dans l'ordre dans tout ça, dans notre planification, dans notre budget. Pour revenir aux dépenses, au niveau de ce qu'on a coupé, la directive qui a été donnée au directeur général était la suivante. On commence par freiner l'augmentation des dépenses et on resserre ou on diminue un peu chacun des postes budgétaires lorsque c'est possible. Après ça, c'est là qu'on a commencé à identifier des sources d'économies plus importantes. Beaucoup de ces économies, ce sont des embauches de personnel qui n'auront pas lieu. Parmi ces économies, on prévoit notamment
Et là, la liste est un peu longue, là, mais effectivement, 247 000 c'est beaucoup d'argent. D'abord, il y a le retrait d'un deuxième poste d'urbanisme qui aurait été partagé avec les municipalités voisines. C'était prévu auparavant dans le budget, maintenant, ce n'est plus le cas. Ensuite, il y a le retrait d'un deuxième technicien pour le traitement des eaux qui était budgété, qui ne l'est plus. Le retrait partiel aussi du salaire prévu, le retrait partiel, je dis bien, d'un salaire prévu pour un cadre aux travaux publics. Je dis partiel parce qu'on a quand même budgété environ la moitié du salaire pour permettre une embauche à partir de cet été, le poste étant jugé essentiel. Il y a aussi le retrait d'une deuxième ressource à la bibliothèque suite au départ d'une de nos employés. Donc, on ne comblera pas ce poste-là. Ça va fort probablement entraîner une réduction des heures à la bibliothèque, mais le service va demeurer. C'est juste qu'il va y avoir une réorganisation de ce côté-là qui est à prévoir. Aussi, on a coupé complètement le budget qui était prévu pour le lignage des rues cette année. C'est malheureux, on va pouvoir en refaire dans les années prochaines, mais pour cette année, on a décidé qu'il n'y aurait pas de budget prévu pour ça. On a réduit le budget prévu aussi pour diverses formations. On a réduit le budget pour les communications, pour notamment le journal municipal. On a des grosses économies qui ont été faites de ce côté-là. On avait d'ailleurs adopté une résolution là-dessus en janvier. C'était nécessaire. On a aussi réduit légèrement le budget pour les activités au centre culturel, mais en fait, on l'a tout simplement rendu à égal à ce qui a été réellement dépensé en 2025. Donc, par rapport aux services qui ont été offerts en 2025, il n'y a pas de réelle coupure, c'est juste qu'on freine l'augmentation qui aurait été possible de ce budget-là. Il y a également eu une réduction du budget pour les dons et commandites, etc., etc., etc. Il y a près de 2000 lignes dans le budget, alors je n'en ferai pas le tour complet, mais je dirais que c'est l'essentiel des interventions qui ont été faites pour équilibrer les revenus et les dépenses, puis épargner aussi les contribuables. C'est sûr que il va y avoir quelques petits impacts. On parlait du journal municipal, on parlait aussi de la bibliothèque, mais dans l'ensemble, on s'attend à ce que le budget qui a été adopté n'a pas d'impact sérieux sur les services à la population et qu'on va être capable quand même de maintenir une bonne offre. On n'a pas d'infrastructure municipale, par exemple, qui ferme. Alors, comme je le disais en introduction, on n'est pas dans un budget d'austérité. On est dans un budget de rigueur budgétaire, mais on n'est pas dans un budget où on a décidé de passer la scie mécanique. Là. On a utilisé, je dirais, un scalpel très aiguisé pour faire la réduction des dépenses, mais on n'est pas allé trop loin non plus. Ça, c'est important d'avoir un équilibre. Aussi, d'une part, on a diminué beaucoup certaines dépenses, mais il y a aussi certains postes budgétaires auxquels on a donné un peu d'amour. Et là où on a donné de l'amour, finalement, c'est de l'argent qu'on a économisé ailleurs. Alors, au net, on n'a pas augmenté les dépenses, mais on a fait certains transferts budgétaires quand même pour mettre de l'avant certaines priorités. Et avant de continuer, prendre un peu d'eau. Et donc, c'est ça. Certaines nouvelles priorités, on a du budget supplémentaire qui s'ajoute. C'est notamment le cas pour l'éclairage au banc de pêche. C'est le cas aussi pour le développement commercial, les activités pour les aînés ou encore la sécurité routière. Bien sûr, ce ne sont pas des budgets à tout casser, ça demeure serré dans le contexte budgétaire qu'on a, mais ça devrait permettre d'avoir du progrès dans ces secteurs d'activité et on n'a pas serré la ceinture au point de s'étouffer complètement. Alors, d'où je disais l'équilibre tout à l'heure. En bout de ligne, ce sont 247 000 d'économies qui permettent d'aller puiser moins dans les poches des citoyens du côté de la taxation. Et si ces économies-là n'avaient pas été réalisées, bien, on aurait, si on avait comme objectif de ne plus utiliser le surplus pour équilibrer le budget, on aurait dû faire une hausse de 15 % Alors ça a été évité grâce aux réductions de dépenses. Bien sûr, dans tout ça, on a un nouveau rôle d'évaluation qui lui aussi est en forte augmentation, qui vient jouer un peu les troubles-fêtes là, par-dessus le marché. Mais disons que toutes les catégories de taxation, et vous le voyez dans le règlement de taxation qui a été déposé, augmentent à un rythme similaire. Pour la maison moyenne, je le disais tout à l'heure, l'augmentation est de 9,88 %, soit 267 $ annuellement. Et comme je disais, si ce n'était pas des économies, cette augmentation-là aurait été beaucoup plus élevée. Là, je sais que la présentation défilait déjà à l'écran, mais je n'avais pas prévu l'utiliser encore pour le moment. Mais là, maintenant, je vais en faire le tour complet à d'autres explications qui sont offertes là. Alors, tout ce qui est à l'écran ici, au niveau de la présentation, ça a déjà bien été résumé. On équilibre notre budget complètement sans affecter le surplus accumulé. Alors, l'argent qui est épuisé dans le surplus accumulé, on passe de 605 000 $ à 0,00. C'est un énorme
exercice d'équilibre budgétaire qui a été fait cette année et on peut dire avec certitude que la maison est en ordre, que la santé financière de la ville de Passepébiac est bonne et qu'on n'aura pas d'enjeux à l'avenir. Vraiment, le ménage a été fait complètement. Comme on disait parfois dans nos discussions, il n'y a pas de balloon à payer. C'est terminé. Ensuite, on a une diminution du taux de taxe générale de 1 $, du centre d'évaluation à 79,4 sous. Donc, étant donné qu'il y a eu une augmentation de 41 du rôle d'évaluation, on a quand même diminué le taux de taxation pour pas que ça augmente davantage. Au final, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait une augmentation moyenne de 9,88 %. Bien sûr, pour certaines personnes, il peut y avoir une variation qui est plus élevée en raison de la variation du rôle. Ça, on n'a pas de pouvoir. On a réduit le taux de taxation à 79,4 sous du 100 $ d'évaluation. Je l'ai répété amplement, mais 247 000 aussi de diminution des dépenses municipales. Ça représente 3,5 % du budget. C'est beaucoup. L'inflation est autour de ça, 3,5 % ces temps-ci. Donc, on s'est battu contre l'inflation, contre l'augmentation du coût de la vie, contre l'augmentation naturelle des dépenses. Et en plus, on a retiré 3,5 % à ça. Alors, quand je disais qu'on a fait un tour de force, on a vraiment travaillé très fort sur ce budget-là. Et certainement, le bout de chemin a été fait du côté des dépenses. Ce qui nous mène ensuite à la prochaine diapositive, qui est celle des revenus. Donc, on reparlera des dépenses après, mais parlons un petit peu de revenus. Alors, ce qu'on voit dans cette catégorie-là, bon, deux éléments principaux. Le premier, les revenus des taxes générales augmentent de 490 000 $, soit 14,1 %. Bon, l'augmentation des taxes générales de 14,1 %, je vous disais, on avait une augmentation moyenne de 9,88 % tout à l'heure, c'est que la valeur foncière avec le nouveau rôle d'évaluation à Passepébiac a tellement augmenté que même en diminuant le taux de taxation à 79,4 sous pour la taxe générale et aussi en ajustant les autres types de taxation, il y a tellement de valeur foncière qui s'est créée que ça fait en sorte qu'il y a une espèce de paradoxe mathématique là, que on a une très forte augmentation, très forte, plus élevée que l'augmentation générale au niveau des revenus. Mais pour autant, ce que les gens vont payer en moyenne demeure bel et bien autour de 9,88 %. On a calculé ça de deux façons différentes. Alors, ça peut paraître inquiétant, là, mais soyez rassurés à ce niveau-là. Mais du côté de la taxation, c'est 490 000 $ qu'on va chercher. Et du côté des revenus, on a aussi une diminution dans ce que vous voyez juste en bas, la dernière ligne, les recettes spécifiques. On a une diminution de 366 000 $, donc 22 % de diminution, combinée d'autre part aux 115 000 d'augmentation pour les compensations tenant lieu de taxe. C'est ce qui fait le 233 000 de diminution dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des revenus externes. Et en fait, pour vous expliquer, c'est quoi ces deux catégories-là? C'est, comme le nom le dit, ce n'est pas des taxes. Et vous voyez d'ailleurs que dans le graphique, les taxes, c'est 54 % de nos revenus, mais on a plein d'autres catégories, mais ces catégories-là sont importantes. C'est souvent on veut dire des transferts qu'on reçoit du gouvernement. Dans le cas des compensations tenant lieu de taxe, ce sont des compensations versées pour les immeubles appartenant au gouvernement qu'on n'a pas le droit de taxer. Donc, par exemple, école, CLSC nous verse des revenus pour compenser le fait qu'ils ne paient pas de taxes. Alors, de ce côté-là, ça augmente. Je pense aussi que le transfert de la croissance d'un point de TVQ là, des municipalités entre dans cette catégorie-là. Et dans les recettes spécifiques, ce qui cause la diminution, premièrement, on avait une compensation pour le recyclage auparavant d'autour de 100 000 $. Elle ne nous est plus versée parce que désormais, les municipalités sont plus responsables du recyclage. On ne taxe plus pour ça. On ne reçoit plus la compensation non plus. Alors, ça a créé une bonne diminution. Péréquation aussi, qui est des transferts de richesses entre les municipalités, ça diminue. Diminution aussi des services rendus, diminution aussi des subventions d'intérêt sur nos prêts. Il y a quelques prêts qui ont eu des changements à ce niveau-là. Alors, c'est ce qui crée la diminution. C'est ce qui a rendu le budget d'autant plus difficile, sincèrement. Ce qui fait qu'au final, vous voyez que les revenus, dans l'ensemble, sont en augmentation de 257 000 $. Et ça, combiné à la diminution des dépenses qu'on verra tout à l'heure, c'est ce qui fait en sorte qu'on équilibre notre budget. Et là, vous voyez la répartition dans le graphique en tarte, à l'écran, de différentes sources de revenus. Alors, 54 % pour les taxes générales, ensuite 17 % les recettes spécifiques, 10 % pour les compensations tenant lieu de taxes,
Investissement en immobilisation, 5 matières résiduelles, recyclage, matériaux secs, donc les tarifs qu'on charge à ce niveau-là, 5 et les tarifs pour eau potable et eau usée, c'est à 9 de nos revenus. Du côté des dépenses, j'en ai parlé un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est intéressant de le regarder par grande catégorie. Là. Vous voyez bien le 247 218 $ de dépenses qui ont diminué là, dans la première section, moins 3,5 %. C'est réparti dans diverses catégories. Il y a des catégories où l'effort est plus élevé que d'autres. Il y a un bon effort qui a été fait du côté de l'administration générale, là, tout ce qui est plus ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel de ville en tant que même. Donc, 99 000 $ de diminution là, 7,9 %. Il y a un gros effort fait de ce côté. Sécurité publique, c'est plus un ajustement, moins 1,4 %. Catégorie du transport, 88 000 $ qui est diminué là, moins 6,7 %. Il y a beaucoup de salaires aussi qui sont répartis dans ces catégories-là, donc tous les salaires dont je vous parlais tantôt, les embauches qu'on n'effectuera pas, ça se retrouve là, dans la plupart de ces postes-là. Hygiène du milieu, on a une diminution de 2,7 %, 25 000 $. Santé et bien-être, on a une diminution de 15 000 $. Ça peut paraître élevé, mais en fait, c'est que c'est surtout le déficit d'exploitation de l'Office municipal d'habitation qui passe là-dedans. Et tout simplement, on a constaté que la facture à payer n'était pas aussi élevée que ça, alors on a mis un montant qui était plus réaliste. On a fait une moyenne à ce niveau-là. Aménagement, urbanisme et développement, c'est la seule grande catégorie, en réalité, qui a eu le droit à une augmentation un peu d'amour. Ce n'était pas un très gros poste budgétaire, mais on a une augmentation de 10 000 $, 4,4 % d'augmentation quand même. Loisirs, culture et communication, c'est un des très gros postes budgétaires, diminution de 32 000 $, mais en pourcentage, c'est seulement 1,8 %. Alors, toutes les activités de loisirs, les activités culturelles ont quand même été maintenues dans le budget, et c'est là qu'on vient vraiment maintenir les services à la population. Il n'y a pas de coupures drastiques qui ont été faites dans ce côté-là, c'est vraiment plus de l'optimisation. Puis la plupart des dépenses économisées pour le journal municipal sont dans cette catégorie-là, alors quand même. Puis, frais de financement, on a une légère augmentation, 10 500 $ et 1,2 %. Ce qui est intéressant à noter pour les frais de financement, c'est l'évolution au fil des années. Et on veut essayer un peu d'expliquer le fameux 600 000 $, le fameux manque à gagner, ça vient d'où? Il vient beaucoup de là. Vous voyez, la colonne, pour le budget 2024, on avait 515 000 de frais de financement. Ça, c'est les intérêts qu'on paie sur notre dette. En 2025, les intérêts qu'on paie sur notre dette ont passé à 888 000 $. C'est une augmentation de mémoire d'environ 80 %. C'est là que ça se passe. C'est tous les emprunts qui ont été passés qui, étaient justifiés. C'est pour des routes et tout ça, on en avait besoin. Mais il y avait une facture, et la facture, c'est là qu'elle passe. Et on a une légère augmentation à 900 000 $ pour 2026, mais ce n'est pas drastique. Je noterai aussi qu'on avait prévu 500 000 $, 515 000 $ en 2024 pour ces frais de financement. Et quand les comptables de Raymond Chabot sont passés, c'est en réalité 900 000 $ qui avaient été dépensés cette année-là. Alors, tout ça, là, ça explique vraiment le budget qu'on a déposé ce soir. C'est les frais de financement qui ont augmenté. Et les frais de financement qui ont augmenté, c'est incompressible. On ne peut pas décider de vendre une route demain. Là. Malheureusement, il n'y a personne qui va l'acheter et on doit continuer à l'entretenir et à payer l'emprunt. On ne peut pas comprimer ces dépenses-là, contrairement aux autres catégories. La seule chose qu'on peut faire, c'est, par la suite, prendre des décisions par rapport aux emprunts qu'on va faire. Après ça, si on regarde les autres activités financières juste en bas, là, vous voyez, ça crée un paradoxe. Là, on voit le total des dépenses, augmentation de 3,6 %, 257 000 $. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? C'est du chinois. Vous avez dit que vous avez réduit les dépenses, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est l'effet du surplus accumulé affecté qu'on n'a pas utilisé. Si vous voyez la ligne, le surplus accumulé affecté, vous avez 0 $ en 2026, vous avez un tiret. 605 012 $ en 2025. Bien, le fait qu'on n'ait pas le 605 000 entre parenthèses là, ça fait en sorte qu'en réalité, on a une augmentation des dépenses parce que ce 605 000-là faisait un moins. Et là, essentiellement, on a un plus qui s'ajoute. Et ça fait en sorte que, au sens comptable, quand on regarde le total des dépenses-là, on voit une augmentation de 257 000 $. Mais quand on parle à proprement parler du budget d'opération municipale, on devrait regarder le sous-total des dépenses plus haut, les charges, on voit une diminution de 247 000 $. Parce qu'en réalité, le surplus accumulé affecté, c'est de l'argent du côté qu'on a pris pour renflouer le budget par le passé, pour l'équilibrer, mais ce n'est pas un revenu récurrent.
Et là, vous voyez aussi bien dans cette ligne-là là, l'évolution du recours à nos réserves financières, à notre surplus accumulé pour équilibrer le budget. On avait un 369 989 $ en 2024 qui avait été budgété. Il a été utilisé au complet cette année-là. En plus, il a ajouté un déficit de 123 000 $, donc on était à environ 500 000 $ de puiser dans nos surplus pour 2024. Là, on prévoit en 2025 que c'est 605 000 $ qui vont être utilisés pour équilibrer le budget. On ne pouvait pas continuer sur cette tendance-là sans que, finalement, on n'ait plus d'argent nécessaire pour ça. Alors, vous voyez, il y a un changement qui a été fait à ce niveau-là. Et le répit de taxation qui a été offert ces dernières années, c'est par là qu'il passait. C'est par cette ligne-là qui passait. C'est ce qui permettait d'avoir le répit de taxation. Mais là, on n'est plus à un niveau où on est capable de le faire, d'où le rattrapage expliqué tout à l'heure. Sinon, remboursement de la dette à long terme, on voit qu'on a une diminution de 100 000 $. Ça, c'est la partie capitale, la partie intérêt d'un frais de financement qu'on voyait tout à l'heure. On a un 100 000 $ aussi qui est prévu cette année pour des activités d'investissement. Ça, c'est des projets, des immobilisations qu'on paye cash. Et remboursement au fonds de roulement que vous voyez, 17 506 $. C'est un emprunt qu'on s'est fait à nous-mêmes via notre fonds de roulement sur lequel on ne paye pas d'intérêt qui servait à payer des habits de combat pour les pompiers. Alors, on doit faire un remboursement de ça sur les 5 années de cet emprunt. Et on peut passer à la page suivante. Là, vous voyez les dépenses de façon résumée, donc c'est la même chose, mais avec un peu moins de colonnes. Et c'est là que vous voyez le 257 000 d'augmentation des dépenses, mais qui en réalité, comme j'expliquais tantôt, est trompeur. Vous voyez la répartition des dépenses globalement pour 2026. Alors, l'apport du lion, du budget, c'est la catégorie loisirs, culture et communication. C'est 23 % du budget. Dans loisirs, culture et communication, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve le complexe sportif, le centre culturel. On parle toujours des dépenses d'opération. Donc, centre culturel, complexe sportif, on parle de la bibliothèque, on parle du monticole, on parle du camp de jour, on parle vraiment énormément de services à la population qu'on offre. Alors, c'est normal que ça occupe une bonne partie de notre budget de fonctionnement. L'autre partie aussi qui est en forte croissance ces dernières années et qui, là, commence à être au maximum de là où on voudrait que ce soit, frais de financement, dettes et activités financières à 21 %. Il y a 21 % de notre budget de 7,4 millions qui sert à rembourser des emprunts en capital et en intérêt. Le service de la dette de la Ville de Passepierre est rendu à 21 % du budget. C'est pas mal la limite maximale de ce qui est raisonnable. On pourrait peut-être aller encore un tout petit peu, quelques points de pourcentage au-dessus, mais pas beaucoup plus. On ne voudrait certainement pas arriver au-delà de 25-30 %. Alors, c'est là qu'au niveau des emprunts, là, on va essayer de mettre la pédale douce dans le PTI. On va continuer à emprunter quand même, c'est normal, mais est-ce qu'on va faire des règlements d'emprunt à chaque année de 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions? La réponse est certainement non, parce qu'on veut quand même contrôler le service de la dette. Donc, voilà. Par la suite, autre catégorie importante, il y a le transport, évidemment. Tout ce qui est voirie, ça coûte de l'argent pour déneiger les routes et tout ça. L'administration générale, 16 %. Tout le personnel à l'hôtel de ville, les différents frais administratifs. Ensuite, l'hygiène du milieu, 13 % la sécurité publique, la sécurité incendie, donc police-pompiers, 7 % aménagement, urbanisme, logement social et développement, 4 %. On voit que cette catégorie-là est quand même une faible proportion du budget, 4 %. Alors là, comme on disait tantôt, il va y avoir des investissements dans le plan triennal d'immobilisation, justement dans le logement social, dans l'aménagement, l'urbanisme, le développement, un peu pour rattraper, mais on n'est pas dans des grosses augmentations non plus. Et si on continue par la suite, on a les faits saillants de notre plan triennal d'immobilisation. J'en parlais tout à l'heure en résumé, mais là, allons-y un peu plus dans le détail. D'abord, on a un autobus adapté pour le service incendie qui serait acheté pour un montant de 475 000 $. Ça, c'est l'autobus de pompiers. L'autobus de pompiers, présentement, est en très mauvais état mécanique. Il y a des enjeux aussi au niveau de la contamination des équipements. C'est un achat qu'on ne veut pas retarder à la fois pour, justement, que le camion de pompiers parte quand il y a un incendie. C'est quand même très important. Et aussi, on veut assurer la sécurité de nos pompiers. Et on ne veut pas reporter l'achat pour ne pas devoir payer plus cher, là, parce que c'est des équipements là, qui augmentent assez rapidement en valeur. Parfois, c'est aussi un équipement qui serait acheté probablement aux États-Unis. Le taux de change varie beaucoup. Alors, on veut profiter de l'occasion qu'on a pour faire l'achat. Et ça, on peut en faire assumer une partie par les municipalités membres de l'entente intermunicipale sur la sécurité incendie. Là. Donc, éventuellement, Hope, Hopetown, Chigaway, Saint-Godefroy et tout ça.
Alors, c'est un projet qui pourrait avoir une bonne répartition. Au niveau de la caserne de pompiers, 3,7 millions, là, ça peut paraître comme un gros chiffre, ça peut paraître en contradiction avec ce qu'on disait tantôt, mais pour une caserne de pompiers, si on va de l'avant avec ça, puis là encore, là, il y a beaucoup de démarches à faire, si on va de l'avant avec une nouvelle caserne de pompiers, il y aura encore là une participation des municipalités voisines. Il y aura aussi une forte subvention gouvernementale qui sera offerte, un gros pourcentage. Alors, on se ramasserait avec une facture qui serait nettement inférieure. L'enjeu actuel avec la caserne de pompiers, il y en a plusieurs. Peut-être qu'après ça, M. Grenier pourra vous instruire davantage là-dessus, mais en résumé, c'est des enjeux de santé et sécurité au travail, aussi le fait que ce soit collé au garage municipal, danger, incendie, c'est moins fonctionnel et tout ça. M. Grenier, après ça, pourra vous donner plus de détails, mais grosso modo, de ça, on a des problèmes quand même assez importants avec notre caserne. Ce serait le fun de pouvoir avoir un nouveau bâtiment aux normes. Ensuite, on a des investissements prévus pour le service des eaux, 550 000 $. Alors, on a des pompes d'eau usée là, qu'on veut remplacer. C'est important de le faire. Aussi, des mises à jour de contrôle électronique. Ça, c'est en 2028, c'est un peu plus lointain, mais entrepôt pour abrasif, celle de voirie, on a 1,5 million, serait subventionné plus ou moins de moitié, 50 à 60 %. C'est un projet que, même si on a fait une demande d'aide financière récemment, on ne sera pas en mesure de livrer cette année. Il y a des retards au niveau de l'aide financière, des délais aussi pour la réalisation. Alors, on la met en 2028 parce qu'on ne sera pas capable de construire avant ça, là, logistiquement. Alors, c'est pour ça que ça a été reporté. Présentement, nos abrasifs sont entreposés à la vieille Aréna. Éventuellement, pour des raisons environnementales, notamment, il faudra faire un changement vers un réel entrepôt pour abrasifs. Ensuite, je le disais tout à l'heure, logement, 1,25 million, 350 000 $ qu'on emprunterait pour subventionner du logement abordable, pour lutter contre la crise du logement. Et il y aura un 900 000 $ qui serait pour des rénovations d'HLM. Rénovations d'HLM qui sont dues et que si la Ville ne contribue pas, il n'y aura pas d'investissement tout simplement. Alors, on décide d'aller de l'avant là-dedans. Ça va faire un grand bien. Puis, si on a plus de logements accessibles, là, ça va aider la vitalité de la Ville, là, parce qu'actuellement, le taux d'inoccupation, le nombre de logements disponibles à Passe-Biac est tout près de zéro. Là. C'est critique. Là. Ensuite, budget participatif, 250 000 $, je l'ai dit tout à l'heure. Les citoyens pourraient soumettre des projets, essentiellement des infrastructures de loisirs. Ensuite, on prévoit un 75 000 $ pour l'électrification d'un véhicule municipal, un fourgon de service, une fourgonnette là, qu'on utiliserait pour notre service des eaux. Ce serait l'an prochain. Est-ce que ce sera 75 000 $? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra selon les prix du marché, mais on a prévu ça. Il faut aussi tout prévoir l'aménagement intérieur du véhicule. Et on a 200 000 $ aussi pour un espace musical au banc de pêche dès cette année. Donc, ce serait un préau qui remplacerait le préau actuel. Il pourrait peut-être avoir quelques bonifications. Donc, ça, on y va rapidement avec ça. On peut continuer. Donc, voilà le plan triennal d'immobilisation sous sa forme un peu plus détaillée. Vous l'avez dans les documents. Évidemment, on ne le passera pas ligne par ligne. C'est quand même un document complexe. Ce que j'aimerais souligner dans le document, on a quand même fait un effort important pour mieux réfléchir les sources de financement de nos emprunts. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, là. Mais c'est vraiment un travail très important pour s'assurer que les taxes demeurent à un niveau relativement stable dans les années à venir. On le verra peut-être plus clairement dans la diapositive d'après, là, mais vous voyez, à droite de ce tableau-là, vous avez financement en 3 catégories. Là, on voit un peu mal les couleurs à l'écran, mais il y a plusieurs couleurs. D'abord, il y a le fonds de roulement et les activités d'investissement. Ça, c'est ce qu'on paye entre guillemets cash, là, comme investissement, soit en s'empruntant à nous-mêmes, soit en le payant d'un seul coup à même notre budget de fonctionnement. Alors ça, évidemment, il n'y a pas d'emprunt auprès d'une institution financière qui est contractée, qu'on finance des investissements grâce à ça. Puis, c'est des plus petites sommes qu'on va vouloir mettre dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a la catégorie des emprunts. Quand c'est des plus gros montants, on doit aller en règlement d'emprunt pour les payer. On n'a pas le choix et financièrement, c'est aussi la meilleure décision. Là, quand on achète des infrastructures ou des équipements qui ont une durée de vie de 10, 15, 20, 25 ans, on va vouloir répartir la facture sur les contribuables de 10, 20, 25 ans. Et aussi, on ne veut pas qu'il y ait de soubresauts majeurs à chaque fois qu'on fait des investissements comme ça. Alors, ça permet d'être équitable envers tout le monde, faire des emprunts. C'est tout à fait normal qu'on en fait. C'est tout à fait normal aussi que la Ville a une dette à sa charge. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et finalement, il y a une catégorie d'aide financière, c'est des subventions qu'on peut recevoir. C'est une catégorie qui est appelée à fluctuer
parce qu'on est toujours en recherche de financement pour nos projets. Donc, c'est là qu'il pourrait toujours avoir des ajouts qui diminueraient les factures au final. Et c'est sûr que plus les projets sont vers 2028, moins qu'on a trouvé d'aide financière, et plus qu'ils sont vers 2026, bien, plus qu'on en a trouvé, là. Donc, tout ce qui est dans la catégorie 2026 du plan triennal est beaucoup plus certain que ce qui se retrouve à la fin. C'est normal, et il y a une évolution qui se fait à chaque année. Je n'entrerai pas dans les détails des projets parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais je voulais mentionner ça au niveau des sources de financement. On a vraiment fait un travail de réfléchir. Qu'est-ce qu'on finance avec quoi? Je pense que dans la prochaine diapositive, on le voit peut-être un peu mieux. Dans la catégorie juste en bas, là, on voyait un peu de couleur. Financement par année et source. Il y a le fonds de roulement, les activités d'investissement, ça c'est cash. Emprunt à long terme, et ensuite aide financière ou subvention. Si on prend la première colonne, celle de 2026, alors on a 248 000 environ qui seraient payés au comptant. Après ça, on emprunterait environ 1,3 million et ensuite on aurait 237 000 d'aide financière. Aide financière, il faudrait qu'on travaille à l'augmenter pour cette année-là. On est en train de faire du travail là-dessus. Au total, ça amènerait des investissements pour 2026 d'1,7 million. Et quand on regarde les emprunts à long terme d'1,3 million, autour de 1,3, 1,5 million, c'est à peu près les niveaux qu'on peut emprunter pour avoir une augmentation de taxes autour de 2-3 %. Alors, on a vraiment eu cette réflexion-là de voir, OK, on est-tu capable de payer les emprunts qu'on va faire pour éviter justement qu'il y a d'autres soubresauts? Alors ça, c'est quelque chose définitivement qu'on va être capable de faire, de se payer, et le PTI se veut justement réaliste. Il y a quelques années de ça, le plan triennal d'immobilisation à la ville de Passepierre pouvait frôler 30 millions de dollars. Là, le total est autour de 11 millions pour les 3 années, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, on est revenu sur terre au niveau de qu'est-ce qu'on était capable de faire. Ensuite, là, vous voyez, pour les années suivantes, 2027-2028, c'est là qu'on a un peu plus d'argent. Il y a aussi plus d'aide financière qui est planifiée. Donc, on a un 5 millions d'investissement au total qui est prévu en 2027, un 4 millions environ en 2028. On va essayer d'aller un peu plus d'aide financière si on veut. Idéalement, il faudrait être capable de réduire les emprunts pour ces années-là, mais ça, c'est un travail continuel. Alors, on va travailler là-dessus. Comme je vous disais, le plan triennal d'immobilisation est un plan et on continue à travailler là-dessus, mais vous voyez vraiment le travail qui a été fait pour réfléchir, OK, on est-tu capable de se payer les emprunts qu'on va contracter pour nos projets? Et donc, voilà, le contenu en tant que tel a déjà été adressé, alors je ne me répéterai pas à ce niveau-là. Ce qui, je pense, fait pas mal le tour de la présentation pour le budget et le plan triennal d'immobilisation. Évidemment, si vous avez des questions tout à l'heure, ce sera possible de les poser, mais lors de la période de questions. Avant, éventuellement, d'avoir un vote sur le plan triennal et le budget, je vais quand même m'adresser à mes collègues, voir si ceux-ci ont des interventions à faire sur notre budget ou notre PTI. Je vois que, M. Grenier, vous semblez vouloir faire une intervention, alors je vous cède la parole. Bien, merci. Merci de me céder la parole. Ça va vous donner un répit en même temps pour prendre un bon coup d'eau. Bien, merci beaucoup. En fait, je vais emmener certains éléments d'information, comme vous l'avez annoncé tantôt, au niveau du projet de caserne. Un projet qui a été présenté au Conseil, un travail qui a été fait en 2024, pour lequel j'ai ici entre les mains une copie qui est évidemment pas publique pour le moment. Et dans cette documentation-là, on fait un peu le constat de notre caserne actuelle, ce qu'on aurait besoin comme caserne future, en termes de préoccupations et tout ça. Fait que j'ai préparé un petit résumé, si on veut, là, qui va cerner un petit peu toute la problématique actuelle et le besoin futur. Donc, on parle d'une caserne actuellement qui est un bâtiment utilisé conjointement avec les services des travaux publics de la Ville, ça on le sait, dont les activités du service des travaux publics sont principalement axées à l'entretien des routes en période hivernale. Présentement, lorsque les véhicules de travaux publics de la Ville démarrent à l'intérieur du garage, on parle d'odeurs, de contaminants qui sont libérés dans l'air, qui se retrouvent en contact dans la caserne actuelle. On me dira, un nouveau système d'échangeur d'air efficace serait peut-être la solution, mais on le sait déjà que ça ne réussira jamais à contrer tous les contaminants qui se diffusent dans l'air ambiant. On doit donc s'assurer d'avoir un espace caserne séparé et physiquement indépendant du garage municipal comme c'est actuellement. Bon, bâtiment actuel, manque d'espace, compte seulement 2 portes. Il serait nécessaire d'en avoir 4. Pourquoi?
parce que notre flotte de véhicules est composée d'un camion autopompe, un camion citerne, un véhicule qui sert aux interventions en SUMI, donc le sauvetage d'urgence en milieu isolé, ainsi qu'un véhicule d'urgence qu'on parlait tantôt, qui est prévu d'être acquéri en 2026, notre fameux autobus. Maintenant, on a aussi des problématiques de stationnement pour tous les véhicules d'intervention, de manière indépendante à l'intérieur de la caserne. Là, on se retrouve avec le citerne, l'autopompe, un véhicule qui est parqué en arrière de tout ça, qui n'est pas capable de sortir, mettons, en premier, si on l'a besoin, en premier lieu. C'est des situations comme celle-là. Aussi, malgré quand même qu'il y a eu des modifications qui ont été effectuées au niveau de la caserne au cours des dernières années, il y a des lacunes qui ont été notées. Donc, on peut croire, on peut penser, on peut même le dire que le bâtiment ne répond plus au Code de construction du Québec actuellement. Certaines recommandations de la Commission des normes de la sécurité et de la santé au travail, donc la CNESST, sont possiblement pas assurées. À ce chapitre, des éléments sont aussi cités afin de contrôler les risques permanents dans une caserne. On parle d'assurer une ventilation efficace de l'espace clos, effectuer des mesures de l'oxygène, des gaz et des vapeurs, ce qu'on ne peut pas faire actuellement, faciliter l'entrée et la sortie des véhicules incendies, comme je le disais tantôt, ainsi que les équipements qui viennent avec, faciliter les déplacements des pompiers à l'intérieur des lieux, ainsi que la sécurité des personnes à l'extérieur, par exemple, en augmentant les dimensions des accès et des voies de passage et en installant de l'éclairage efficace à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui se passe actuellement, les véhicules, comme je disais tantôt, sont stationnés, ils sont à l'intérieur de la caserne, mais les espaces entre les véhicules sont restreints, c'est pas assez large, ça ne répond pas aux normes de santé et sécurité. Ça, c'est pour les deux véhicules qui peuvent se stationner en parallèle. On ne parle pas des véhicules là, que j'ai dit tantôt qui est enclavé en arrière de ces deux véhicules-là. En termes de besoins de service, par exemple, l'installation d'une laveuse commerciale pour les habits de protection des pompiers pour décontaminer et un système de chauffage plus performant est nécessaire. Il faudrait alors revoir le système de plomberie du bâtiment, probablement électrique aussi. Et du même coup, les unités sanitaires sont inopérantes et 18. Fait que là, vous voyez là, que je ne fais pas un beau portrait, là, mais c'est la situation qu'on a actuellement. Une salle de rangement des équipements doit être à la disposition. On n'a pas ça. Et une salle de formation et de réunion, conviviale, là, comme on connaît aujourd'hui, bien, on aura besoin de ça aussi, et on ne l'a pas. Considérant les constats sur l'état actuel de la caserne, le projet de construction des nouvelles casernes prend tout son sens afin d'assurer au personnel pompier un environnement de travail sain et sécuritaire, offrir aux citoyens un service de sécurité incendie à la hauteur de leurs attentes, répondre aux normes et règles en vigueur en termes de CNESST, régie de bâtiment et tout ce qui vient avec, assurer la rétention, ça c'est important, assurer la rétention et l'attraction de nouveaux pompiers et pompières au sein de la brigade. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, c'est un élément qui est très important. On a beau avoir la plus belle des casernes, à un moment donné, la plus à jour, les meilleurs camions, mais si on n'a personne pour opérer, je ne pense pas qu'on est plus avancé. Vous aurez compris qu'afin d'être fonctionnel et à la hauteur des standards d'efficacité, le service incendie a nettement besoin d'amélioration à plusieurs niveaux, et cela passe inévitablement par un nouveau bâtiment, caserne, indépendant, physiquement et actualisé aux normes actuelles en matière de sécurité incendie. Fait que 2024, le document qui avait été présenté au ministère des Affaires municipales au niveau régional et provincial, qui avait été très bien accueilli au niveau de la province. Évidemment, programme d'aide financière inexistant à ce moment-là. On est toujours en attente. On est en mode attente. Évidemment, si les programmes, comme le disait M. le maire tantôt, si les programmes d'aide financière sont disponibles au cours des prochains mois, on est déjà prêt à faire feu, à tirer sa gâchette et déposer. Puis après ça, on verra la réponse qu'on recevra en termes de pourcentage d'aide financière
Au niveau du programme d'aide qu'on avait ciblé et visé, il devrait être reconduit. On parlait peut-être, étant donné il y a un autre élément qui est important, étant donné qu'on a une entente intermunicipale avec la municipalité de l'Est, ça pourrait nous amener à avoir une priorité en termes de projets déposés par rapport à une autre ville ou municipalité. Et le pourcentage d'aide pourrait être aussi favorisé. Donc, on parlait peut-être de 65 à 70 au minimum d'aide financière sur le coût de projet, puis un partage du résiduel, comme on le disait tantôt, comme on l'a vu, en termes avec les municipalités à l'Est, où ça va selon les proratas qui est prévu à l'entente. Nous, la Ville, on récupère les 2 tiers de la facture et un tiers qui est refacturé à nos partenaires municipalités à l'Est. Fait que, grosso modo, la zone de pompiers, ça fait peur, 3,7-4 millions, c'est une nécessité. Si on irait chercher 70 d'aide financière sur le coût de projet global, avec un tiers de facture qui est transmis, façon de le dire, aux municipalités partenaires à l'Est, sur un financement quand même de 25-30 ans, ça ne nous affectera pas tant que ça au niveau des budgets à venir, mais c'est certain que c'est un emprunt, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est un super de beau projet, il est bien monté, puis on l'a besoin, on ne peut pas passer à côté, c'est clairement une nécessité. Effectivement, merci beaucoup pour votre intervention, vos précisions, M. Grenier. J'ajouterai quelques éléments. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du rattrapage de taxes et tout ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire aucun projet, qu'on n'a aucune capacité financière pour l'avenir. En fait, la ville de Passepébiac a quand même les coups des franges pour faire des choses. Là, on n'est pas rendu au dernier sou. C'est juste qu'il y a des dépenses par le passé qui n'ont pas été payées, qui ont peut-être été à un niveau trop élevé. On veut éviter que ça se répète pour l'avenir. On est encore capable de faire des choses et on doit continuer à faire des choses parce que si on prenait la décision de ne plus rien investir, de ne plus rien entretenir, de ne plus faire de projets de développement, de ne plus rien faire du tout, on se retrouverait dans une situation où, dans quelques années, il faudrait refaire un méga cycle d'investissement pour rattraper tous les investissements qui n'ont pas eu lieu, puis finalement, ça ferait encore un effet de rebond. C'est ce qu'on veut éviter, ces effets de rebond-là. Alors, on préfère avoir des investissements qui sont continus, qui sont stables, et éviter de devoir faire ces cycles de rattrapage-là qui coûtent très cher. Et au niveau des coûts de construction, on est dans une période actuellement où les entrepreneurs cherchent de l'ouvrage. Puis habituellement, quand les entrepreneurs cherchent de l'ouvrage, dans le contexte économique, ça fait en sorte que les appels d'offres sortent à des meilleurs prix. On le voit dans beaucoup de projets aux alentours ces temps-ci. Alors, ça pourrait être très intéressant, là, d'ici l'an prochain, de procéder à ce projet-là si on est capable d'avoir de l'aide financière pour justement profiter du marché qui est plus avantageux parce que de retarder un projet comme celui-là, bien, ça pourrait finir par coûter plus cher au final. Alors, effectivement, on a un timing pour ce genre de projet-là qui pourrait être intéressant. Comme on expliquait, ça dépend d'une série d'autres facteurs. Participation des municipalités voisines, aussi participation du gouvernement du Québec. C'est sûr et certain qu'on ne fera pas un emprunt de 3,7 millions de dollars seuls. D'ailleurs, on ne fait aucun emprunt de 3,7 millions de dollars seuls. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau de la nécessité maintenant de ce projet-là, eh bien, c'est sûr que, dans la MRC de Bonaventure, notre couverture pour les risques incendies, puis je pense qu'on pourrait peut-être renchérir même là-dessus, M. Grenier, on n'est pas parmi les meilleurs. On a du rattrapage à faire par rapport au reste du Québec, par rapport au niveau de service qu'on offre au niveau de la sécurité incendie. Donc, d'avoir cet ajout de capacité-là, ça devient vraiment intéressant. Et au niveau des maladies professionnelles des pompiers aussi, l'équipement auquel ils sont exposés est hautement cancérigène, là. Donc, c'est très important en tant qu'employeur qu'on offre à nos pompiers des endroits où leur équipement peut être traité de façon sécuritaire pour réduire l'exposition aux contaminants, pour pas que ça traîne un peu partout dans l'air. Ça peut aussi être transmis par la peau, tout ça, des vêtements qui sont éventuellement pas lavés après des incendies importants. Alors, donc voilà, il y a une série de considérations par rapport à la caserne de pompiers. Évidemment, il y a des projets plus éclatants à annoncer ou à prévoir qu'une caserne de pompiers, mais je pense que ça fait partie des bonnes choses qu'on a à réfléchir et ça fait partie de notre plan triennal d'immobilisation. Encore là, c'est un plan. Donc, je pense que ça fait bien le tour pour ça. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui auraient des commentaires à ajouter. Budget, PTI, M. Grenier, oui, allez-y. Peut-être juste un commentaire de ma part.
Le dernier camion incendie qu'on a acquis en 2021, en fait, l'ancienne administration avait fait les démarches complètes, puis bon, le camion est atterri en décembre 2021. Il était au coût de 585 000, je crois, quelques cents. Et aujourd'hui, le même camion se détaille 850-900 000. On est 5 ans plus tard. Ça met en perspective à quel point, lorsqu'on retarde les projets, ça nous coûte plus cher par la suite. Puis ça met aussi sur la table la réalité des choses, c'est que, comme vous le disiez tantôt, M. le maire, lorsqu'on n'a pas un bon plan d'entretien de nos bâtiments ou de remplacement de nos véhicules récurrents, c'est évident qu'on paye la facture plus cher au bout de la ligne. On retarde, puis là, on vient, c'est comme une maison. Si on n'entretient pas une maison, c'est la même histoire. Je veux dire, à un moment donné, tu viens par bout, tu n'as plus le budget pour l'entretenir, puis là, il faut que tu fasses un plan choc, puis bon, ça impacte des choses. C'est évident, si tu investis plus sur une chose, tu vas investir moins ailleurs. C'est simplement ça. Fait que la caserne, on est au bout du rouleau. Il va falloir aller vers là. Les camions, c'est pareil. Au niveau des travaux publics, c'est la même chose. Un commentaire. Oui, puis d'ailleurs, en général, il y a ce qu'on appelle au Québec un déficit de maintien d'actifs, c'est-à-dire toutes les infrastructures publiques. Dans notre cas, on parle de casernes d'incendie, mais il y a les routes, tous les bâtiments qui sont en notre possession également. Au niveau du gouvernement du Québec, les écoles, les hôpitaux, tout ça, de plus en plus en décrépitude. Il y a un énorme rattrapage à faire à ce niveau-là, puis de faire ces investissements-là, c'est presque le service minimum parce que le niveau à rattraper est énorme. C'est le même principe d'ailleurs avec les routes. Les routes, je veux dire, on sait tous que les routes de Passaic, on a 42 km. Il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres là-dessus qui auraient besoin d'amour. Malheureusement, il y en a tellement à rattraper qu'à court terme, on n'est pas capable de remonter la pente. Heureusement, et c'est un peu ce qui explique d'ailleurs en grande partie, comme je le disais tantôt, l'augmentation de taxes des dernières années, on a investi beaucoup dans les routes dernièrement. Il y a eu la 3e avenue Est qui a été refaite, l'asphalte, l'aqueduc, l'égout, dans le dernier mandat. Une partie de la rue Saint-Pédis également. Il y a eu la 3e avenue Ouest. Encore là, une partie asphalte, aqueduc, égout. C'est des gros investissements qui ont été faits en maintien des actifs. Une partie de la rue Saint-Pédis, ça a été refaite par le PAVL aussi. Il y a la route du banc qui a été refaite en partie. La toiture de l'hôtel de ville également avait besoin d'amour. Ça a été refait. La façade du presbytère, la toiture du presbytère. On a des investissements aussi sur l'église anglicane. Il y a eu une série de choses. Tout ça vient avec une facture. Ça a été beaucoup d'investissements en même temps. Donc là, c'est sûr qu'on aurait pu débattre de ce que ça aurait été mieux de les étaler, mais quand même, ça a été fait. Donc, on a des infrastructures municipales qui ont été entretenues, qui sont en meilleur état. Mais de faire un rattrapage comme ça, c'est un réel coût. Et justement, d'essayer d'étaler ça mieux dans le temps, c'est à l'avantage des contribuables. On ne peut pas geler ces investissements-là parce qu'éventuellement, justement, ça mène à des cycles de rattrapage comme ça qui sont très coûteux. Alors, pour éviter qu'il y ait des cycles de rattrapage à l'avenir, on prévoit quand même des investissements continus. Au niveau des infrastructures routières, j'en ai peut-être pas énormément parlé, je vais dire quand même quelques mots là-dessus. On a pas énormément de projets qui sont prévus pour l'instant, mais on a quand même décidé de faire des investissements dans des secteurs qui sont hautement critiques à court terme. Donc, on s'entend, la rue D, la partie entre la voie ferrée et la 132, la chaussée, elle est, en bon français, complètement finie. Il n'y a pas de colmatage à faire là. Il faut faire une nouvelle chaussée. C'est la même chose au coin de la 4e avenue, près du camping du Lac-Robin. Il faut faire une nouvelle chaussée. Il y a plein d'autres endroits dans la ville aussi qui auraient besoin d'une nouvelle chaussée. Pour le moment, c'est ceux qui ont été identifiés, mais éventuellement, on va en faire d'autres. Et si on peut profiter de programmes de subvention éventuellement pour le faire, tant mieux. Là, on vient de sortir d'un gros cycle d'investissement qu'on a utilisé, le PAVL et la TEC, qui sont des subventions pour ça. Alors, c'est sûr que cette année, on n'était pas en mesure de faire des nouveaux projets de ces envergures-là. Mais évidemment, d'ici la fin du mandat, fort probablement qu'on va avoir recours à la TEC et au PAVL pour faire un peu plus de kilométrage. Là, on est dans les interventions dans le PTI en 2026 et en 2027 pour les routes que j'ai mentionnées, qui sont beaucoup plus ciblées. Et on parle de quelques centaines de mètres, mais sur des endroits très, très stratégiques. Alors, je pense que ça fait un bon portrait. On a expliqué de façon bien détaillée notre PTI, notre budget également. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui ont des commentaires à apporter? Parfait. Donc, ça conclurait la partie présentation. Maintenant, il faut toujours bien adopter ce budget-là pour qu'il entre en vigueur. Alors, ça nous amènerait au point 6, qui est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026. La proposition va comme suit.
Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, et dans le cas d'une année là, qui suit une élection municipale, on a jusqu'au 31 janvier, préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Là, petite parenthèse, là, qu'on parle d'équilibre budgétaire. Les villes ont une obligation légale d'être à l'équilibre budgétaire. On ne pouvait pas arriver avec un déficit anticipé ce soir. Alors, cet exercice-là qu'on a fait d'équilibrer le budget, on était obligé de le faire. C'était pas un choix. Puis, il n'y a personne qui s'est élevé ce matin ou le mois passé avec l'intention de faire un rattrapage pour écorcher les citoyens. Mais c'est ça. C'était nécessaire. C'était la chose responsable à faire. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Fin de la parenthèse. Considérant aussi la présentation par le maire du budget pour l'année 2026 représentant des revenus et des dépenses de 7 400 141 $, il est proposé par Résolu A d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Passepébiac pour l'exercice financier commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2026. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, dans ce cas-là, je prendrai une proposition pour adopter notre budget. Alors, oui, Monsieur Grenier, merci, vous faites la proposition. Alors, ce qui nous amènera au vote, Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord avec ce budget? Oui, je suis en accord. Madame Englert? Oui, en accord. Monsieur Cyr? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Madame Guité? Oui, en accord. Alors, ce qui fait en sorte que notre budget 2026 est adopté à l'unanimité. Et ce qui nous mène ensuite au point 7, qui est l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028. Alors, ça va comme suit. Considérant la présentation du PTI pour les années 2026, 2027, 2028 par le maire pour un montant de 1,7 million en 2026, 5,2 millions en 2027, 4,2 millions en 2028, soit un montant total de 1,2 million de dollars. 11,2 millions de dollars, pardon. J'ai dit autre chose? Oui, 11,2. On va rectifier les mathématiques, merci beaucoup. Il est proposé par et résolu à des membres du Conseil présent d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation de la Ville de Passepébiac pour les années 2026, 2027, 2028. Et on parle bel et bien d'un plan triennal d'immobilisation incluant l'aide financière de 11,2 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur ça? Sinon, je prendrai une proposition pour l'adopter. Oui, Monsieur Cyr, vous proposez, merci beaucoup. Madame Sanson, vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Oui, Madame Englert? Oui, en accord. Merci beaucoup. Madame Côté? Oui. Madame Guité? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, notre PTI est adopté également à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 8, qui est la publication et la distribution du budget 2026 et du PTI 2026, 2027, 2028. Alors, ça, tout simplement, on a une obligation légale de publier et de diffuser un document relié à tout ça. Alors, c'est pour enclencher ce processus-là. Alors, ça va comme suit. Il est proposé par Résolu A d'autoriser, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, la publication du budget pour l'exercice financier 2026 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2026, 2027, 2028 sur le site Internet de la Ville. Par ailleurs, si ma mémoire est bonne, on va également faire la distribution d'un document explicatif à toutes les adresses là, de Passepébiac en version papier, là, donc ça devrait être transmis prochainement. Peut-être que la proposition là, pourrait être modifiée à l'effet d'inclure ces distributions-là papier, mais donc ça va être fait, là, les gens vont recevoir un document explicatif là, qui essentiellement est ce qu'on a ici à propos de notre budget. Alors, je ne pense pas que ça suscite les passions. Et si ça ne suscite pas les passions, je prendrai une proposition pour l'adoption. Oui, merci beaucoup, Madame Guité. Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Madame Englert? Oui, en accord. Monsieur Cyr? En accord. Madame Côté? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 9, qui est l'adoption du règlement 2025-554, fixant les taux de la taxe foncière générale et de la tarification de certains services pour l'année 2026. À ce niveau-là, je vais demander à Mme Guité d'en faire la lecture, étant donné que c'est quand même un autre règlement et on veut que ce soit lu intégralement pour en assurer la validité. Avant d'entamer la lecture, je vais quand même souligner quelques aspects dont on l'a déjà souligné tout à l'heure, mais
le taux de la taxe foncière générale est à 74,4 sous par 100 $ d'évaluation. Après ça, les autres taux ont été réajustés. Mme Guité pourra en faire la lecture intégrale. Et on note aussi une modification pour les entrées d'aqueduc et d'égouts, donc les tarifs pour se brancher du côté des conduits de la ville est désormais 2 000 $, du côté opposé est désormais 2 500 $ et du côté de la route 132, de la rue Chapadeau, de l'avenue Boudreau est fixé à 5 000 $. Alors ça, c'est pour des nouvelles constructions essentiellement. Et puis, les autres tarifs, là, ça demeure la même chose. C'est le seul changement. On a aussi une taxe pour activité d'investissement, je pense que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais qui augmente très légèrement, est à 225 $, passe à 229 $, l'augmentation de 4 $. Simplement, c'est pour équilibrer nos chiffres. Et aussi, on précise les modalités de versement, de paiement des taxes foncières. Alors, le premier versement des taxes foncières pour 2026 sera le jeudi 9 avril 2026. Deuxième versement, le jeudi 7 mai 2026. Le troisième, le jeudi 11 juin 2026. Le quatrième, le jeudi 10 septembre 2026. Le cinquième, le jeudi 8 octobre 2026. Et le dernier, le jeudi 5 novembre 2026. Alors, sur ce, je cède la parole à Mme Guité pour en faire la lecture. Merci. Donc, je commence ma lecture. Règlement numéro 2025-554, règlement fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2026. Excusez-moi. Attendu qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et les villes, ci-après LCV, le Conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la prochaine année financière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. Attendu qu'en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, ci-après LFM, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou en partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. Attendu qu'en vertu de l'article 244.29 de la LFM, toute municipalité locale peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Attendu que l'article 252 de la LFM permet au conseil municipal de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance. On m'en souffle, moi aussi. Oui, effectivement. Oui. Attendu que, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 263 de la LFM, le ministre des Affaires municipales a adopté le règlement permettant le paiement des taxes foncières en plusieurs versements, permettant aux débiteurs de payer les taxes foncières en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $. Attendu que le débiteur de la taxe foncière municipale a le droit de la payer en 6 versements si le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions des dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 356 de la LCV, un avis de motion a été dûment donné le 17 novembre 2025. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé le 12 janvier 2026, le conseil municipal décrète ce qui suit. Section 1, taxe foncière. Article 1, taxe foncière. Pour financer les dépenses prévues au budget 2026 pour adoption le 29 janvier 2026, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé aux exigés des propriétaires ou occupants d'un immeuble les taxes, compensations et tarifs énumérés ci-dessous. Section 2, taux de la taxe foncière générale. Article 2.1, taux de la taxe foncière générale. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 79,4 cents par 100 $ d'évaluation à compter du 1er janvier 2026. Article 2.2, autre taux de la taxe foncière générale. Article 2.2.1, immeubles de 6 logements et plus. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles de 6 logements et plus est fixé à 1,0273 $ par 100 $ d'évaluation.
Article 2.2.2, immeubles industriels. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles industriels est fixé à 1,5 $ par 100 $ d'évaluation. Article 2.3, immeubles non résidentiels. Le taux de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels est fixé à 1,64 $ par 100 $ d'évaluation, sous réserve de l'article 244.52 de la LFM. Article 2.3.1, terrains vagues non desservis. Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues non desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts est fixé à 0,867, je vais reprendre, à 86,7 cents par 100 $ d'évaluation. Article 2.3.2, terrains vagues desservis. Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues et desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts est fixé à 86,7 cents par 100 $ d'évaluation, plus un tarif de base de 350 $ par unité d'évaluation. Article 2.3.3, développement du sport et du loisir récréatif. La taxe spéciale pour le développement du sport et du loisir récréatif est fixée à 0,02 cents par 100 $ d'évaluation, plus un tarif de base de 39 $ par unité d'évaluation. Article 2.3.4, développement culturel et touristique. La taxe spéciale pour le développement culturel et touristique est fixée à 0,04 cents par 100 $ d'évaluation. Je vais m'arrêter 2 secondes pour vous dire que ça a été un défi de dire les chiffres comme ça. C'est pas tellement évident quand c'est des cents avec plusieurs centimes. Oui, effectivement. Puis on a certains taux de taxation là, qu'on a beaucoup de chiffres après la virgule. Ça peut être mêlé un peu. Dans ce cas-là, effectivement, là, on parle de 2 et de 4 cents par 100 $ d'évaluation, je crois. Et j'en profite pour dire, l'article 2.4, là, étant donné que j'ai fait la lecture tout à l'heure des dates de versement, vous pouvez le sauter. Donc, ça vous épargnera un peu. Parfait, merci. Mais c'était quand même moins difficile. Donc, je reprends article 2.3.5, voirie forestière. Le taux de la taxe foncière imposée aux terrains forestiers est fixé à 79,4 cents par 100 $ d'évaluation. La taxe pour la voirie forestière est fixée à 15 $ par unité d'évaluation. Article 2.3.6, immeubles agricoles. Le taux de la taxe foncière imposée aux immeubles agricoles est fixé à 79,4 cents par 100 $ d'évaluation. Donc, le 2.4, je vais le sauter. Section 3, tarification de certains services. Article 3.1, investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts. Le tarif pour l'investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts est établi à 229 $ par unité d'évaluation desservie par l'un ou l'autre des services ou les 2 services. Article 3.2, service d'aqueducs et d'égouts. Le tarif pour le service d'aqueduc est fixé à 240 $ et celui pour le service d'égout est fixé à 115 $ par unité d'évaluation desservie. Dans le cas où une unité d'évaluation est utilisée à plusieurs fins, chaque logement ou usage additionnel constitue une unité d'évaluation distincte. Certains établissements visés sont facturés pour ces services sur une base spécifique, exemple, usines, commerces, etc. Article 3.3, matières résiduelles. Le tarif pour le service de gestion des matières résiduelles destinées à l'enfouissement est fixé à 160 $ et celui pour la cueillette des matériaux secs est fixé à 50 $ par unité d'évaluation desservie. Dans le cas où une unité d'évaluation est utilisée à plusieurs fins, chaque logement ou usage additionnel
constituent une unité d'évaluation distincte. Certains établissements visés sont facturés pour ces services sur une base spécifique, encore là, exemple, usine ou commerce. Article 3.4, entrée d'aqueduc et d'égouts. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain du côté où passent les conduites de la ville est de 2 000 $. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain du côté opposé aux conduites de la ville est de 2 500 $. Le tarif pour l'installation d'une entrée d'aqueduc et d'égout sur un terrain riverain à la route 132, la rue Chappadeau ou l'avenue Boudreau est fixé à 5 000 $. Section 4, taux d'intérêt. Le taux d'intérêt pour tous les comptes en retard à la Ville est fixé à 14 % pour l'exercice financier 2026. Section 5, pouvoir de révision du Conseil municipal. Article 5.1. Le Conseil municipal se réserve le droit de réviser au cours de l'année 2026 l'ensemble des tarifs selon la procédure prévue à la LFM et à la LCV. Donc, oui, absolument. Merci beaucoup pour la lecture. La partie sur l'entrée en vigueur, tout simplement, ça dit la date d'adoption du règlement, alors ce n'est pas nécessaire d'en faire la lecture. Vous avez très bien fait ça. Merci beaucoup. Ça a été fort apprécié. Et en fait, vous pouvez vous demander pourquoi on a fait la lecture intégrale d'un règlement. C'est que ce projet de règlement-là, étant donné qu'on n'avait pas fini de préparer le budget puis les taux réels au moment de déposer le projet de règlement, mais on a l'obligation légale de spécifier toutes les petites modifications qu'on a fait à un projet de règlement au moment de l'adoption qui est ce soir. Alors, pour être sûr et certain de ne pas échapper quelque chose dans notre règlement de taxation de se retrouver avec des problèmes par la suite, pour être sûr qu'on est conforme, on a passé la lecture intégrale. Et là, pour être sûr et certain que tout est conforme, je me tourne vers monsieur le directeur général et greffier pour voir si tous les taux ont été les bons. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer? Vérifier, les taux sont tous corrects. Les taux sont tous conformes, parfait. Alors, ça nous permet d'adopter ce règlement en bonne et due forme. Mais avant d'adopter en bonne et due forme, il faut que je regarde si des collègues ont des commentaires sur ce règlement. Étant donné que le budget et le PTI ont été adoptés, j'en doute, mais tout de même, vous avez l'opportunité de vous exprimer. Et si vous ne souhaitez pas le faire... Je savais que c'est là que je boguerais, c'est sur les chiffres. Bien, effectivement. On l'avait dit en préparation. Quand on est rendu à des taux avec des 2, 3, 4 chiffres après la virgule, c'est signe qu'on a fait un gros effort pour équilibrer le budget puis d'être sûr que tout soit le plus équitable possible. Alors, c'est un exercice qui a été très rigoureux. Donc, étant donné qu'il n'y a pas davantage de commentaires, je prendrais une proposition pour l'adoption. Peut-être Mme Guité, si vous êtes intéressée. Alors, je prends votre proposition. Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Mme Anglart? En accord également. Monsieur Cyr? En accord. Mme Côté? En accord. Et Monsieur Grenier? En accord. Alors, ce qui ferait en sorte que notre règlement de taxation est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène ensuite aux affaires nouvelles. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Et ensuite, nous avons une période de questions, donc de 30 minutes. Si vous souhaitez poser des questions, formuler des commentaires sur le budget, quoi que ce soit, vous avez l'opportunité de prendre la parole au micro. Il suffit de lever la main. Ensuite, je vais vous donner la parole. Monsieur Hort, vous pouvez prendre la parole. Effectivement, si vous êtes plusieurs à poser des questions, il y a amplement de temps pour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Peut-être que je n'ai perdu un petit bout, là. C'est parce que j'ai pas vu le taux de taxation pour les chalets non desservis par aucun service à part que l'entretien des chemins forestiers, là. C'est quoi le taux d'intérêt pour le taux du 100 pour les chalets? S'il n'y a pas de taux spécifique, c'est le taux général. Ben, je ne l'ai pas vu, là. Je ne l'ai pas vu, là. On a vu les lots forestiers, on a vu mais je n'ai pas vu spécifiquement pour les chalets. Parce que les chalets, on n'a aucun service là, à part que le chemin, là. Pas d'électricité, pas d'égout, pas d'aquaduc, pas de matière sec, rien, là. Vous pourriez m'adresser la question via le courriel, puis je vais vous répondre par courriel. Je n'ai pas la réponse tout de suite, là. Vous pourriez m'adresser la question par courriel. On ne le sait pas encore?
Je ne veux pas vous donner des fausses informations. J'ai une idée que ça peut être. On pourra le savoir peut-être à la prochaine Assemblée. Bien, c'est ça. S'il n'y a pas de... Je peux l'envoyer. Je peux envoyer une réponse par courriel ou puis venir voir au bureau puis on va regarder ça ensemble. Oui, c'est ça. On pourrait aussi donner la réponse Parce sur la qu'on n'a prochaine aucun Assemblée. service, là. Oui, c'est ça. Bien, chose certaine, si vous avez un chalet qui n'est pas desservi, vous ne payez pas les services d'aqueduc, des Oui, tout ça. c'est Donc, sûr, cette mais- partie-là, c'est sûr, vous ne la payez pas. Maintenant, s'il n'y a pas de taux de taxation spécifique qui est prévu pour un immeuble, c'est la catégorie qu'on appelle résiduelle là, qui s'applique, qui est la taxe générale de 79,4 sous du cent. OK. Comme les maisons, excepté qu'on n'a pas les services. Oui, exactement. C'est le taux de taxation général qui s'applique lorsqu'il n'y a pas de taux particulier. Et dans ce cas-là, on a des taux pour le non-résidentiel, mais qui est essentiellement des commerces. On a un taux aussi pour l'industriel, les 6 logements et plus. Mais effectivement, des chalets, je ne pense pas que ça rentre dans aucune de ces catégories-là. Ce serait la taxe générale qui s'applique à ce moment-là. OK. Moi, j'aurais une autre question, mais je vais laisser le monsieur passer. Vous avez 10 minutes. Après OK. ça, on donne des tours de parole. C'est parce que, est-ce que je peux poser une question concernant les eaux usées? Là? On a parlé tout à l'heure d'un budget 550 ou 350 000 pour ça, pour les pompes? Absolument. On a 550 000 qui est prévu pour des investissements en eau en général. Là-dessus, il y a une partie, 200 000 qui est des pompes pour les eaux usées, donc à nos stations de pompage. On en a déjà remplacé quelques-unes, mais il faut procéder au remplacement de quelques autres pompes à l'avenir. C'est des pompes qui valent 100 000 chacune. Ouais. Et là, il y a un 350 000 qui servirait aussi à faire la mise à jour des contrôles électroniques. Là-dessus, pour plus de précision, M. le directeur général peut vous renseigner. Oui, parce que, comme M. Grenier disait tout à l'heure, là, c'est important de faire le suivi de nos équipements et ces choses-là. Là. Parce que dans les stations de pompage, normalement, là, vous devrez avoir une petite pochette, là, puis c'est tout écrit dedans, là, les suivis qu'il y a à faire, le visuel. Puis tu coches à mesure que c'est fait, puis le gars, il signe son nom en bas, le jour, la date, l'heure, tout ce qui a été fait. Normalement, ça devrait être fait, je ne sais pas c'est quoi vos exigences, si c'est une fois par semaine, c'est dans la pochette, puis c'est gardé normalement comme dans vos ordinateurs. Fait que s'il arrive quelque chose à la personne qui s'occupe de faire la maintenance puis le suivi des pompes, bien, le gars qui vient faire le remplacement, lui, il prend la pochette, puis il sait quel temps que c'était fait, puis les travaux qu'il y a à faire, puis s'il y a des commentaires en bas, comme une pompe, des fois, qui a émis des sons ou des choses de même. Puis, moi, durant les assemblées, là, moi, que ça m'a échappé, là, j'ai jamais entendu parler que lorsque vous faisiez les comptes payables, j'ai jamais entendu parler que vous aviez loué des vacuums ou des machines à haute pression qui viennent avec la même compagnie qui font la maintenance. Normalement, ça devrait être fait, ça. Nous autres, on le fait à peu près 3 fois par année, à tous les 4 mois. C'est très important, surtout comme là, puis au printemps, après que le coup d'eau est donné, là. L'inspection se fait, c'est des spécialistes qui viennent, ils arrêtent les pompes, ils nettoient tous les murs à la pression parce qu'il y a des accumulations de graisse qui se fait, puis du sable dans le fond, si vous voulez, là, où ce qu'il y a les pompes, là. Okay, c'est comme une genre de grosse fondation, là, un pit, là, qu'on appelle, nous autres, là. Il y a du sable, il y a des résidus solides qui se ramassent là-dedans. Puis des fois, les pompes, ben, ils n'aiment pas les lingettes, là, les pompes. C'est ça qui brûle nos pompes. Puis à 115 000 $ la pompe, à part d'installation, c'est important que ces grosses maintenances-là se refaitent. Un suivi à tous les 4 mois. Parce que vous savez que c'est obligatoire, je pense, par votre réglementation, ce n'est pas vos lois ici, là, mais vous êtes supposé d'avoir 2 pompes fonctionnelles dans chaque station de pompage pour éviter qu'on a des déversements, on peut toujours en avoir, là, qu'on a des déversements ou que vous ayez des refoulements d'égouts dans les maisons. Parce que si vous avez juste une pompe puis elle manque, tu as les gros coups d'eau. On a déjà vécu ça, ça ne veut pas dire que c'est dû à ça, mais pour éviter ça, là, c'est des bonnes maintenances, il faut que c'est fait. Ça fait, il vient le gars là, avec la pression, il nettoie tout, il arrête les pompes, ça prend des spécialistes. Là. Puis il faut que c'est ils savent quoi faire, il faut que c'est cadenassé pour pas que quelqu'un ouvre la pompe pour que le gars travaille. Là. Ça, c'est toutes des choses, nettoyer ça, nettoyer les pompes, faire la maintenance, puis l'entretien des pompes. Puis les autres, ils checkent l'ampérage pour voir si les pompes, ils tirent trop d'ampérage, ben, elle commence à être fatiguée, la pompe. Là. Mais dites-vous que ça prend 2 pompes au moins par station de pompage. Ça fait, comment est-ce qu'on a de stations de pompage ici? On a-tu une vingtaine, non? Une vingtaine? En fait, est-ce que mon micro fonctionne? Faut que je suis plus proche, OK? Je ne vais pas ça parler, mais... On a quand même 3 pompes très importantes, on appelle ça des pompes de relève, celle sur la rue Chapadot, celle sur la rue D, puis une autre qu'on partage sur la rue Christie. Chacune de ces pompes-là, c'est des pompes, je ne rentrerai pas dans trop le technique, mais c'est des pompes qui valent environ 100 000 chacune. Puis effectivement, il y a toujours un autre pompe à côté qui est
en bon français, en backup. Là. Et que c'est ce qu'on fait présentement. Il y a une pompe qui a été reçue le 15 décembre cette année, 2020. Elle va être installée aussitôt qu'on va faire un peu plus beau, on va avoir un redout quelque part là, dans les prochaines semaines. On va l'installer. Puis on va continuer aussi de mettre à jour les autres pompes dans les autres installations de Rudé et Christie. C'est pour ça qu'on l'étale dans le temps. C'est quand même des sommes très importantes. Puis effectivement, il y a plusieurs petites autres pompes. Là, on a aussi du côté d'eau, il y a des pompes de surpression qu'on veut augmenter et améliorer. On a rencontré aujourd'hui justement un ingénieur là-dessus avec un autre projet, là, je ne vais pas trop m'étarder. On sait qu'on a des pompes de surpression dans la 5 et la 7 qui arrivent en bout de piste, qui arrivent en fin de vie. Elles aussi seront à être remplacées dans les prochaines semaines. Là, on va peut-être changer notre calendrier pour un autre projet, mais en tout cas, oui, c'est planifié. C'est juste pour aider, là, parce que c'est très coûteux, ces pompes-là. Puis des fois, ça vaut la peine de faire les maintenances. Puis quand vous achetez des pompes, là, normalement, à l'achat de votre pompe, c'est là que vos garanties commencent, hein, à la date de livraison. Normal. Mais si la pompe, je ne blâme pas personne, là, je ne dis pas que ça se fait, là, mais nous autres, ça a déjà arrivé, là, la pompe est là dans un coin, là, puis ça est là 6 mois, là, tu viens de perdre 6 mois de garantie. Là. Ça, c'est sur la pompe, il faut qu'elle soit fonctionnelle. C'est un bon point. Vous saviez aussi que vous pouvez avoir peut-être des garanties prolongées là-dessus, mais avec les garanties prolongées, c'est là qu'on parle que si le suivi est fait, parce que lui, quand il va venir, il va voir si tout le suivi a été fait, puis avec les spécialistes aussi, c'est là que vos garanties vont s'appliquer. Et effectivement, c'est des investissements importants qu'on a à faire pour maintenir ces actifs-là. On ne veut pas, disons qu'en bon français, ça nous saute dans la face. Là. On préfère faire l'entretien préventif pour éviter de se ramasser avec des gros imprévus. Parce que, encore là, habituellement, les commentaires qu'on reçoit des gens sont assez satisfaits des services qu'on va faire par la Ville, là, mais dès qu'il y a un problème en matière d'eau usée, d'eau potable, de déneigement ou de matière résiduelle, là, ça a un impact très concret dans la vie des gens, puis ça peut commencer à aller mal assez vite. Alors, vraiment, là, c'est des éléments qu'on ne veut pas se retrouver à dépourvu. Alors, c'est pour ça qu'on fait des investissements. Vous voyez, là, une dizaine de stations de pompage à 2 pompes, là, c'est pas dur à compter, là, ça fait 20, ça fait 2 millions. Fait que ça vaut la peine que ça en occupe. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, vous aviez aussi un commentaire. Vous pouvez prendre le micro. Commentaire ou question, en fait. On accepte les deux. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le point de terrain vacant aussi qui a apporté. Là, parce que quand on regarde, on voit trois types de terrains. Tu as le terrain vacant qui n'a pas de service, terrain vacant avec service, puis terrain forestier. Oui. OK? Les trois ont des taux différents. Moi, j'aimerais savoir la différence entre le terrain qui est un terrain. C'est quoi un terrain qui est un terrain vacant avec service? C'est un exemple qui nous donnerait dans le, mettons, c'est la 7e avenue. Tu sais, des terrains qui touchent des terres. Hein? Okay? Un terrain qui touche des terres en arrière, comme à partir de la 7e, ou qu'il y a des endroits où il y a du service, pas de service, c'est ça que je voudrais savoir. C'est-tu un terrain avec ou sans? Il va-tu rentrer? Je vais attendre d'avoir mon compte de taxe pour savoir si c'est un terrain qui normalement, ça devrait être identifié là, sur votre évaluation municipale dans quelle catégorie il rentre. À ma connaissance, là, c'est ça, on a plusieurs taux. On a le taux des terrains vagues non desservis, donc sur lequel il n'y a pas d'aqueduc, d'égout, c'est pas possible. Non, pour lui, forestier. Oui. Parfait. Monsieur, oui, celui-là, c'est facile. Lui, c'est forestier, ouais. C'est ça, on a les terrains vagues desservis, donc ils sont desservis par l'aqueduc ou par l'égout ou les deux. Alors, à ce moment-là, on a un taux qui est le même taux que pour les non desservis, qui est un taux par 100 $ d'évaluation. Ils ont un tarif de base de 350 $, donc qui est fixe. On a eu la discussion à un moment donné, est-ce que ce taux-là devrait plutôt être un taux du 100 $ d'évaluation? Parce qu'effectivement, pour les gens qui ont un très petit terrain, ça peut créer une distorsion. Là. C'est parce que la valeur du terrain évalué est presque le même. Oui. On va prendre quelqu'un qui a un terrain, exemple, on va prendre toujours la 7e ou la 6e qui donne sur une terre. Une personne qui a un terrain de 200 pieds par 200 pieds va payer presque le même prix qu'un terrain qui a 200 pieds par 1 kilomètre de long.
Mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, puis c'est Si on une regarde, problématique éventuellement qu'on aura adressée, je pense, dans un futur règlement de taxation. On avait déjà eu la discussion à un moment donné si on pouvait ramener le taux, justement, plutôt qu'un taux fixe à 350 $, mettre un taux du 100 $ d'évaluation équivalent qui serait alors là plus juste. Il y avait un enjeu, je crois, au niveau de la perception de la taxation dans le système informatique. Il y avait un enjeu technique relié à ça. C'est ce que je me rappelle. On avait eu des discussions à l'époque là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait adresser, je dirais, l'an prochain. Il y a une iniquité, je le reconnais, il faudrait corriger ça. Puis à la page, le dernier ici que vous avez dans votre dossier, que c'est que vous avez envoyé, le petit budget. Oui, le document il y a une erreur. explicatif. Oui, il y a une erreur, c'est juste pour le marquer, c'est justement Ah oui? à propos, c'est possible. à propos de ces terrains-là. Vous voulez dire une erreur sur le taux? Les terrains avec et sans service. Il y a une erreur. Ah oui, effectivement. Là, donc, je vois Ouais. terrain vague desservi, là, c'est écrit un taux de 65 cents, là, 65,7 cents. C'est bien ça l'erreur? C'est ça, oui, c'est celui-là. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? Comme il parlait aussi un autre point sur l'entretien des systèmes que vous avez. Oui. Tous les systèmes, comme, mettons, vos systèmes de climatisation sur le toit, vos systèmes de chauffage, tout ça. C'est qui est-ce que vous avez un programme de gestion d'entretien? On a un entretien qui se fait de temps à autre, qui passe alors là de notre budget de fonctionnement. Donc, on a des factures de temps à autre, contrôle AC, tout ça. Mais est-ce qu'on a un programme d'entretien vraiment plus détaillé? C'est quelque chose à travailler. Peut-être que M. Langlois pourra davantage vous renseigner là-dessus. C'est lui qui gère les opérations, mais... Parce que ça, c'était dans mon ancienne vie, qu'est-ce que je faisais comme travail. Là. Puis, lorsqu'on reçoit un équipement qui est flambant neuf, là, le manuel qui vient avec, peu importe que ce soit une machine à coudre ou un gros truck de pompier, là, il y a de quoi qui vient avec. Puis, dans qu'est-ce qui vient avec, tu es toujours dedans, c'est l'entretien que tu dois faire avec ta machine. Qu'est-ce que tu dois faire? Même ton char, ta voiture, tu achètes une machine flambant neuve, c'est marqué dedans. Fais ça, fais ça. Tu le fais, tu es garanti. Tu le fais pas, ben, tu peux te tirer dans le pied. Mais un système, un programme de gestion d'entretien, c'est nécessaire, c'est bon, c'est efficace. Puis c'est pas dur. Aussitôt qu'il est implanté, ça se fait tout seul. Ça sort. C'est des programmes informatisés. C'est ça que je vais emmener pour ce point-là. Mais c'est ça, à ce niveau-là, effectivement... on a du travail à faire encore. Ah ouais. Il y a un certain niveau d'entretien qui se fait de là à dire que ça se fait vraiment dans un programme formel, à ma connaissance, non, mais peut-être que M. Langlois là, pourra compléter, là, dire qu'est-ce qui se fait au niveau de l'entretien. Ça, c'est quelque chose qui est fait normalement au niveau du futur employé que vous voulez engager, le chef, le directeur, ou peu importe le nom que vous voulez donner, à lui qui va travailler pour aux travaux publics. Aux travaux publics, c'est à lui à faire à créer ce programme-là, avec l'assistance du programme informatique, là, à gérer ce programme-là, puis à le passer, puis ça, il fait tout, ça touche tout l'équipement de qu'est-ce que la municipalité peut avoir. Et M. Langlois, voulez-vous détailler un peu ce qui se fait actuellement? Bien, je dirais en fait, c'est un bon point que vous apportez, c'est exact. Tous les équipements que la Ville possède qui sont importants ont des registres. Je sais que au traitement des eaux, il y a des entrées qui sont faites continuelles, les mesures sont prises, les débits sont pris, ils sont aussi transmis chaque mois au ministère de l'Environnement, entre autres. Puis, entre autres, si je reviens pour les équipements, comme vous parlez de climatisation, je pense au contrat qu'on a avec Simco. On a des contrats aussi avec d'autres personnes. C'est eux qui viennent faire l'entretien. Ce sont des professionnels du métier. Ils viennent faire autant l'endroit ici, au centre culturel, qu'à l'Arena. Ils viennent 2 fois par année. Puis c'est eux qui peuvent nous dire, bien voici qu'est-ce qu'il y a comme élément. Ils ont vérifié. Oui, c'est ça. Eux autres avaient signé un contrat avec cette firme-là. Puis ils viennent faire l'entretien 1 fois par année, 1 fois par 6 mois. Oui, ils viennent comme 2 fois par année. Identifient s'il y a des problématiques, ils écrivent dans son rapport. Suite à son rapport, bien là, on va soit nous faire des réparations sur le champ si c'est possible, ou sinon nous prévoir des réparations à faire dans le courant de l'année. On a eu des réparations récemment aussi à cet égard-là. C'est bon de l'apporter sur tout. Oui, certainement. C'est un bon point. Un autre peut-être, ça c'est juste une suggestion, parce que ça peut-être qu'il y en aura qui vont maillir. C'est dur à implanter quand on ne l'a pas. C'est dur à convaincre les employés de travailler. C'est dur à convaincre les employés à travailler avec ça, mais pour rendre l'efficacité plus efficace sur le personnel, c'est d'avoir des feuilles de temps.
tout simplement des rapports journaliers sur qu'est-ce que c'est que tu as fait. Tu sais, pour savoir le gars, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu envoies quelqu'un, tu lui dis, va travailler, tu fais quoi? Fais de l'asphalte. OK, merci, bonsoir. Je vous remercie pour cette proposition-là. Étant donné qu'on est en séance extraordinaire sur le budget. OK, mais c'est par rapport au budget, c'est de l'argent. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est de l'argent. Si le gars, tu montes ta productivité de 10 c'est 10 Tu sais, c'est dans le budget. J'appelle ça dans le budget. Ma dernière question, vous parliez de coupure. Non, l'avant-dernière, vous parliez de coupure de 267 000. Vous parliez de coupure de 267 000. Pas vite, parlez au micro. Vous parliez de coupure de 267 000. C'est où que c'est coupé? J'ai essayé, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai pas dépassé 75 000. En fait, c'est ça, 247 000 pour être précis. 277. Il y en a une partie de la liste là, dans le document là, avec le stylo sur le dessus, là, qui est le document explicatif sur le budget. Si vous allez un peu plus vers la fin, en fait, précisément, là, si vous allez à la page 7, vous allez voir un certain nombre, justement, de changements qui ont été faits. C'est ceux-là que j'ai vus. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez vu. Ça, comme j'expliquais tantôt, il y a énormément de lignes dans le budget, 1500, 2000 lignes. On n'a pas inclus toutes les lignes sur lesquelles il y a eu des ajustements. On a fait les plus gros chiffres. On peut les trouver? C'est-à-dire, par demande d'accès à l'information, vous auriez effectivement le droit d'avoir accès aux documents là, budgétaires détaillés de la Ville. C'est là où vous pourriez voir les ligne par ligne. Pour ça, il faudrait s'adresser à M. Langlois pour avoir le document budgétaire. C'est sûr que c'est ça. Nous, on ne pouvait pas passer durant la séance toutes ces lignes-là. On a passé les gros montants, puis les gros montants, ça explique une bonne partie. Après ça, il y a eu beaucoup de petits resserrements ici et là, mais l'addition d'un petit resserrement de 1 000 2 500 3 000 qu'on met tout ça attachés les uns après les autres, ça finit par faire un gros montant. C'est ce qui arrive à notre 247 000 Alors, c'est vraiment un exercice plus large qui a été fait. Maintenant, on a identifié les principaux endroits où ça pouvait avoir plus un impact concret aussi sur les services aux citoyens. Et voilà. L'autre point, c'est là, on se trouve avoir remboursé le déficit qu'on avait. Avec le budget, avec la hausse de taxes qu'on va avoir, on va rembourser qu'est-ce que c'est qu'on doit, qu'on a été pigé, qu'on n'a pas payé. On va remettre les pendules à l'heure. Pour être un peu plus précis, c'est que le 600 000 qui avait été puisé dans les surplus de la Ville, ce 600 000 $-là est utilisé pour équilibrer le budget, pour combler justement un écart entre les revenus puis les dépenses. Mais ce 600 000 $-là, il n'est pas juste ponctuel pour une année ou deux. C'est quelque chose de beaucoup plus à long terme. C'est des dépenses récurrentes qui ont été ajoutées notamment pour des emprunts qu'on va devoir payer pour la durée des emprunts. Alors, finalement, on n'avait pas c'est pas pour rembourser un déficit, disons, pour l'année 2025. C'est vraiment pour équilibrer le budget à moyen et long terme que le rattrapage de taxation a été fait. Puis en faisant le rattrapage, ça nous donne des revenus qui nous évitent de puiser dans le surplus accumulé. Mais en fait, ce qui serait arrivé dans un scénario imaginaire, là, si on n'avait pas augmenté les taxes, qu'on avait continué à prendre l'argent dans le surplus accumulé pour équilibrer le budget, et juste ça, on serait arrivé dans environ un an, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup, dans une situation où le surplus accumulé aurait tombé à zéro. Et avec le surplus accumulé à zéro, dans ce cas-là, il aurait fallu augmenter les taxes obligatoirement ou couper énormément les dépenses pour arriver à l'équilibre budgétaire parce qu'on n'aurait eu aucune autre façon d'équilibrer le budget. Non, ça, je suis d'accord avec vous. L'augmentation de taxes, c'est normal. Le coût de la vie monte à tous les ans. Ça, je suis bien ouvert là-dessus. C'est juste l'idée de, si on rembourse le 600 000, après ça, on devrait se replacer, tomber avec un taux de taxation baisser le taux de taxation, redevenir à la normale. Parce que j'ai de la misère. Il y avait eu la dernière rencontre, il y a M. Hart qui avait posé une question justement là-dessus pour le reporter sur d'autres années. Tu sais, au lieu de le payer tout la même année, de le mettre sur d'autres années. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça que vous avez fait? Vous l'avez remis sur d'autres années? En fait, on tombe beaucoup dans une logique comptable. Peut-être des collègues après ça pourront l'expliquer peut-être d'une façon différente. Mais c'est ça, le 600 000 $, finalement, c'est de l'argent qu'on est allé puiser pour éviter de devoir augmenter les taxes
pour combler des dépenses qui sont récurrentes. Ce n'est pas un montant unique. C'est pas on avait besoin de 600 000 ça s'arrête là. On a besoin de 600 000 cette année, on a besoin de 600 000 l'année prochaine, puis l'autre année d'après, puis l'autre année d'après. Donc, c'est un montant récurrent. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que suite à le rattrapage qui a été fait aujourd'hui, le taux de taxation va diminuer l'an prochain? La réponse est non. Il va falloir maintenir le taux de taxation au moins au même niveau pour être capable ensuite de continuer à payer ça. Alors, c'est vraiment un rattrapage là, qui sera essentiellement permanent. Et par la suite, ce qu'on vise, c'est des augmentations qui seraient de l'ordre de 2 à 3 %. Alors, on continuerait dans les années à venir à avoir une augmentation de taxes graduelle de 2 à 3 % comme on le voit essentiellement dans les autres municipalités. Les baisses de taux de taxation dans les municipalités, c'est vraiment quelque chose de très rare. Et on n'est pas dans une situation où on pourrait se le permettre, justement pour continuer à investir dans nos infrastructures, le maintien, le développement. On va avoir besoin de ça, mais disons, le rattrapage élevé à hauteur de 9-10 % qu'on vient de faire, ça, c'est fait, c'est terminé, puis on n'aura plus à le faire d'autres. Et on a maintenant un budget qui est totalement à l'équilibre, c'est-à-dire on part sur une page blanche, on n'a plus de... vous parlez de déficit, là, moi, pour appeler ça, disons, un déficit structurel qu'on avait, là, c'est que naturellement, chaque année, si on ne mettait pas de l'argent dans le surplus, on aurait fait un déficit. Donc, on n'a pas le droit d'en faire, donc on prenait de l'argent dans le surplus pour boucher le trou, mais on ne pouvait pas le boucher éternellement. Alors, c'était quelque chose de vraiment structurel qu'on avait. C'est correct. Dernier point, une économie peut-être de 3 000 $. Envoyez donc le petit pamphlet en même temps que le compte de taxes. C'est une proposition, effectivement, qui peut être regardée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et effectivement, là, on se posait aussi la question là, pour la transmission là, du prochain journal municipal, là, comment on peut optimiser là, la transmission du document budgétaire ou c'est peut-être des pamphlets d'information là, pour faire un seul envoi postal. Alors, effectivement, on est en train de regarder ça pour sauver un peu d'argent. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez lever la main, prendre le micro. Sinon, ça mènerait à la fin de notre séance. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, il n'y a pas d'enchère sur la période de questions, c'est parfait. Je vous remercie tout le monde de votre participation. Merci aussi pour votre écoute. On a quand même fait un survol détaillé du budget. On avait beaucoup de questions à répondre. Là. Je pense qu'on a fait au meilleur de notre capacité. Le document budgétaire aussi, je pense, donne plusieurs pistes de réponse. Et évidemment, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à les adresser également à vos élus ou encore à l'administration. La période de questions est terminée, ce qui nous mènerait maintenant à la levée de la séance. Il est 20h46. Est-ce qu'une personne propose la levée de la séance? Monsieur Cyr, vous proposez la levée de la séance. Alors, Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Et Madame Anglart? En accord. Madame Côté? En accord. Madame Guité? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Et on se donne rendez-vous de mémoire le 9 février, lundi, pour notre prochaine séance ordinaire.